Le Rendez-vous Tech est une émission qui est uniquement financée par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie plus particulièrement Plivox, Laurent Paga, Tristan Hamon, Thomas S. Sankara, Le Bouddha, Orlk et Johan Magnon. Merci à vous tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver. J'ai fait tellement de choses ces 2 dernières semaines que j'ai l'impression ça fait beaucoup plus longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais heureusement pour ces retrouvailles après cette longue période d'absence. Bon, 2 semaines comme d'hab, un petit peu plus, on avait enregistré un petit peu avant avec Jérôme. Donc pour ces retrouvailles, j'ai assemblé une équipe de choc, à commencer par mon camarade de tous les 2 épisodes, Jeff, qui nous vient de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff ? Ça va très bien, je suis super jaloux de t'avoir vu aller à la BlizzCon et que moi je t'ai même pas, parce que de toute façon je joue plus donc ça n'a pas de sens. Mais c'est un plaisir de revenir, welcome back Patrick. Merci. Il fait pas super beau dans la vallée, donc je veux pas dire que qui c'est fait la plus vallée beau où que il chez fait nous. beau et chaud. Et par Écoute, contre, si vous entendez un bruit de machine à laver, c'est pas la machine à laver, c'est moi qui fais mes pas sur mon walking desk, parce que j'ai pas eu le temps d'en faire aujourd'hui. Donc désolé si ça fait un petit peu de bruit. Écoute, tu as fait tellement d'efforts ces derniers temps en ne faisant pas ta marche que là, comme ton emploi du temps était compliqué, on va pas te le reprocher. Merci. Et je te confirme que dans la vallée, il fait certainement plus beau qu'il ne fait en Finlande. Donc, je reste quand même jaloux de ta météo. Ce rire malicieux que vous entendez est celui de Cédric Ingrand, grand reporter international. Comment ça va, Cédric ? Ça va très très bien. Et je suis désolé, à Paris il fait pas un temps génial non plus. Hein. On va pas se mentir, mais en même temps c'est pas un podcast sur la météo, donc on va pas s'apesantir non plus. Voilà. Mais je suis ravi d'être là parce que moi je suis pas là toutes les 2 semaines. Mais c'est pas ta faute. Hein. S'il y a un fautif, c'est bien moi. En tout cas, je suis heureux de te recevoir à nouveau. Et une nouvelle invitée qui se joint à nous, c'est Marion, que vous connaissez certainement de la chaîne Nowtech TV, entre autres, hein, qui fait plein de choses. Comment ça va, Marion ? Ça va bien, la forme. Et puis, c'est ravi d'être là avec vous aujourd'hui. C'est mon baptême. Oui, je suis sûr que ça va bien se passer. En plus, t'as l'habitude de l'exercice, donc je suis certain que tu sauras tenir tête aux 3 garnements que nous sommes. Et on a un programme. Faut dire qu'elle travaille avec Jérôme Kainborg, donc elle a quand même un certain entraînement. Forcément, elle a l'habitude. Elle peut tout faire. Marion peut tout faire. On a un programme intéressant aujourd'hui. On va vous parler d'abord de petits problèmes étranges qui viennent du monde de la tech que j'ai glanés au cours de ces dernières semaines. Vous allez voir, il y a des choses assez intéressantes et inattendues qui arrivent quand on met la tech un petit peu partout. On a des nouveautés matérielles avec des nouvelles annonces et puis des choses qui bougent dans le matériel aussi. Un petit topo sur les paiements sur le web. Il y a beaucoup de choses qui changent et qui évoluent et je demanderai à notre panel expert si la révolution tech du paiement et de la banque va enfin avoir lieu. Et puis on aura plein de petites news et rumeurs en plus après tout ça. Mais pour commencer donc cette partie que j'ai intitulée les étranges problèmes du monde de la tech. Alors, j'ai plusieurs choses à vous proposer. Vous pouvez me dire par quoi vous voulez commencer. J'ai des graffitis en réalité augmentée. J'ai de multiples emojis caca. Qui est en plus une discussion très sérieuse. J'ai Twitter qui un employé qui peut faire taire Donald Trump sur un coup de tête. Et YouTube qui fait des vidéos qui sont d'une étrangeté assez difficilement descriptible. Qu'est-ce que vous préférez ? J'ai entendu Cédric qui donnait de la voix déjà. Tout ça est pas mal du tout. Hein. Moi, j'aime bien les emojis. Oh, c'est rigolo, mais ça va pas très loin. Mais l'histoire de YouTube, c'est questionnant. Ouais.
D'accord. Bah écoute, alors commençons par YouTube du coup. C'est un article qui a été publié sur Medium il y a quelques jours de ça, qui a été publié par quelqu'un qui s'appelle James Bridle, qui a décrit un monde assez surprenant ou une catégorie de vidéos assez surprenante qui existe sur YouTube. Pour résumer, l'article est disponible dans les notes de l'émission. C'est le titre, c'est Something is wrong on the Internet. Et ce qu'il décrit, donc il y a quelque chose qui va pas sur Internet. Jusque là, c'est pas un scoop. Mais ce qu'il décrit, c'est des catégories de vidéos qui vivent en parallèle des vidéos pour enfants. Qui sont souvent des unboxings de jouets ou de d'œufs Kinder ou de ce genre de choses qui sont hyper populaires avec les enfants et qui font que du coup les enfants passent énormément de temps sur YouTube. Et donc il y a des gens qui se sont rendus compte qu'en exploitant les termes du moteur de recherche, ils pouvaient gagner énormément d'argent sur la pub avec des vidéos qui sont... j'ai vraiment du mal à les décrire, c'est juste des trucs bizarres. Et c'est des trucs générés un petit peu aléatoirement, mais qui sont bizarres, genre malsains dans le sens, je sais pas, le meilleur moyen que j'ai pour le décrire, c'est ça te donne une impression de pas normal. Genre, c'est quelque chose de pas normal. Et je sais que ce terme est un petit peu chargé, mais dans ce cas, je sais pas, Cédric, t'as peut-être vu les vidéos? Non, ouais, j'en ai vu quelques-unes. C'est comme si toi qui connais bien le Japon, tu vois, c'est comme si tu vas dans un magasin pour fétichistes caché sous les rails du métro quelque part. Enfin, tu sens que tu es en train d'aborder une sorte de sous-culture. Mais ce qui est forcément extrêmement troublant, c'est que cette sous-culture, c'est celle de tes enfants de 4 ans, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est le problème, bien sûr. C'est oui. ça. Et là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est des trucs qui sont conçus presque aléatoirement, qui sont conçus à la chaîne, qui mettent des visuels un petit peu enfantin, genre dessin animé, un petit peu mignon, qui mettent des sons, des chansons bien connues. Il y en a une, par exemple, qui s'appelle The Finger Family Song, qui est, j'imagine, libre de droit, sinon elle serait arrêtée, et qui joue sur les mots-clés. Et donc ça met des mots-clés genre comptine et rime et chansons pour enfants, etc. Et ils mettent ces trucs. Et pourquoi c'est bizarre? C'est vraiment compliqué. J'ai pas choisi le meilleur sujet pour le premier. Non, c'est pas le plus. Ça marche plus si on pouvait vous montrer les images. Ouais, mais c'est les images. Non, mais c'est que par exemple, il y a un channel qui a plein de trucs justement, alors avec de l'unboxing, d'œufs Kinder, de trucs comme ça. Et leur vidéo la plus vue, qui je crois avait quelque chose comme 126 millions de vues, c'était une vidéo où ils prenaient des tubes d'une espèce de gouache, mais qui est faite pour faire de la gouache dans le bain, ce qui arrange tout le monde, parents et enfants, parce qu'après tu mets un coup de douche et c'est fini. Mais ça met des couleurs dans le bain, etc., etc. Et où on les voyait prendre un tube de trucs bleus et le vider sur la tête d'une petite poupée bleue. Enfin, tout ça avec une petite musique. Enfin, c'est pas franchement dérangeant, mais on se dit mais qui crée ces trucs-là, parce que c'est juste bizarre en fait. C'est pas forcément malsain. En fait, la complainte. Il y en a qui sont bien malsains. Alors il y en a après qui sont de la parodie, c'est-à-dire que par exemple tu refais le doublage et le montage de Peppa Pig et en fait ils s'entretuent. Enfin ou là voilà tu fais Peppa Pig avec les dialogues du Seigneur des Anneaux, pardon, de Silence of the Lambs ouais voilà. Mais en fait la complainte de l'auteur de l'article c'était aussi de dire regardez on met nos enfants sur YouTube Kids parce que c'est safe. Parce qu'on sait qu'il leur arrivera rien. D'abord, il y a énormément de tricherie parce qu'évidemment, tout le monde a envie d'avoir sa vidéo de produit. Parce que quand tu vois l'audience de ces vidéos, évidemment, pour les marques de jeux et de jouets, par exemple, c'est extrêmement désirable. Donc, tout le monde triche pour arriver à placer des vidéos de produits qui vont se trouver dans une playlist de Peppa Pig ou de Daniel Tiger ou etc. Quitte à tricher un peu, mais ça, c'est du SEO. On connaît ça sur le web. Et puis, il y a ces vidéos tellement bizarres qui font bien réagir les enfants, qui sont un peu curieuses et on aimerait comprendre qui les a créées et pourquoi. Ouais. Allez lire le papier, allez voir les vidéos. Si vous avez des enfants, ça vous fera réfléchir. Si vous n'avez pas d'enfants, vous vous direz est-ce que vraiment j'ai envie de faire des enfants? Moi, le mien est déjà en route, donc tu vois, c'est peut-être pour ça que ça m'a interpellé aussi. Félicitations. Merci. Tu sais que le premier c'est un hobby, hein. Après. Oui, c'est après que ça devient sérieux, je sais bien. Mais voilà. Justement, je vais m'entraîner. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ces vidéos YouTube. Donc bon, voilà pour la question des vidéos.
des vidéos YouTube. N'hésitez pas à intervenir les autres si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, on va avancer un petit peu vite, mais c'est juste pour dire finalement. Non, c'est juste un exemple de plus. C'est juste un exemple de plus que là où il y a de l'argent à faire, il y aura toujours des créateurs qui trouveront un moyen pour faire jouer la partie culture et la partie hacking du système pour faire de l'argent. Bien sûr. Exactement, parce que ça, c'est entièrement motivé par le système de SEO et de publicité, quoi. C'est ça. Surtout en agissant sur un ressort qui est un ressort particulier aux enfants, c'est leur capacité à regarder 300 fois la même chose. Oui, c'est surtout ça. C'est pour ça qu'ils ont des genre les vues, c'est 150 000, 200 000, 300 000 vues facilement, quoi. Ah oui, mais même millions. Et puis il n'y a pas besoin de naviguer longtemps pour tomber sur quelque chose de bizarre, parce que j'ai testé un petit peu l'application YouTube Kids en cherchant un Peppa Pig normal, et dans les recommandations, je suis tombée sur des choses très bizarres. Ouais. Avec des caractères notamment d'un dessin animé Disney, c'était Cars, avec les personnages de Cars qui étaient détournés dans un nouvel épisode, mais pas officiel. Et donc on voit les personnages qui sont déformés avec vraiment une production, mais vraiment cheap au possible, enfin vraiment mal faite. C'est vraiment de la déformation d'image, quoi. Et alors je suis incapable de vous raconter ce qui se passe parce que j'ai rien compris. Mais c'est vraiment étrange. Et en 2 minutes, je suis tombée dessus. Ouais. Mais la rapidité avec laquelle les enfants s'approprient ce genre de choses, tous les gens qui ont eu des enfants, je veux dire, dans les 10 dernières années, vous le raconteront. Un enfant à 3 ans, il prend ton iPhone, il le déloque, il va sur YouTube, du coup, il trouve la vidéo qu'il voulait. Tu sais même pas comment il a fait la recherche. Enfin, voilà. Mais donc, je pense que les enfants ont finalement aussi pas forcément la maturité pour apprécier. Enfin, c'est-à-dire que c'est un truc d'adulte de savoir mais qui a fait ça et pourquoi ils l'ont fait. L'enfant, il s'en tamponne, il trouve ça sympa. On est en train de faire de l'unboxing de jouets, mais il y a un filon commercial absolument extraordinaire là-dedans. Enfin, c'est les vues feraient rêver n'importe quel youtubeur, quoi. Bon, il y a YouTube qui a déclaré qu'ils allaient taguer les vidéos comme 18+, donc ce genre de vidéos. Donc ils sont sur le coup, mais bon, est-ce qu'ils vont toutes les trouver, etc. C'est toujours le problème. C'est ça la question en fait, c'est que c'est impossible de tout trouver en fait. Même avec le meilleur algorithme du monde, a priori l'humain reste encore assez malin pour berner les algorithmes, quoi. Marion, j'ai un petit bruit de fond sur ton micro. Je sais pas si t'es sur le bon par hasard. Il y a un truc dans le fond. Je sais pas ce que c'est. Alors regarde si t'es sur le bon micro. Bon, avançons avec les emojis. Non, pas les emojis. Gardons les emojis pour la suite. On garde le meilleur pour la fin, hein, forcément. La réalité augmentée avec le problème légal et éthique sur les graffitis virtuels. Alors, de quoi on parle là? C'est quelqu'un qui s'est intéressé à la question de la réalité augmentée. C'est Matt Rennan qui a écrit un papier sur les problèmes que vont poser la réalité augmentée et les problèmes de propriété, parce que bon, vous connaissez tous comment fonctionne la réalité augmentée. On superpose des images informatiques sur des images réelles. Et du coup, on va pouvoir, il prend l'exemple des graffitis qu'on va pouvoir mettre sur des lieux existants. Et ça m'a fait penser exemple, tu dégaines ton smartphone devant la gare du Nord, ça va te donner des infos sur où est l'entrée pour aller à l'Eurostar, mais ça peut te donner bien d'autres choses si c'est un truc crowdsourcé et que n'importe qui peut rajouter des informations. Exactement. Par exemple. Et du coup, bon, s'il y a plein d'apps différentes et plein de plateformes, on peut se dire ça sera pas trop gênant. Mais imaginons que Facebook devienne la plateforme de la réalité augmentée. Je prends l'exemple de Facebook parce que c'est celle que tout le monde utilise. Et du coup, Facebook aura un petit peu la propriété de tout ce qui se passe dans le monde de Facebook de réalité augmentée. Et du coup, imaginons que de la même manière qu'on peut avoir des commentaires douteux, il y ait des graffitis gênants, désobligeants, qui correspondent pas à la marque ou qui correspondent pas à, ou je sais pas, autre chose, un truc qui soit qui devienne connu. Et qui soit sur votre immeuble. Du coup, il y a systématiquement plein de gens qui viennent visiter votre immeuble parce qu'il y a eu un truc que personne ne contrôle, à part peut-être Facebook à la limite, qui a été tagué sur votre immeuble. Ce genre de truc. C'est une question qui se pose pas encore vraiment aujourd'hui, mais qu'il est intéressant d'imaginer parce que ça risque de devenir un problème à terme, quoi.
Un peu comme si on met un Pokémon rare dans Pokémon Go dans la cour de ton immeuble. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça m'a fait penser aussi au comment il s'appelle l'artiste qui fait des Space Invaders. Il s'appelle pas Space Invaders d'ailleurs. Quelque chose comme ça, oui. Ouais. Et du coup, il y a eu une grosse bataille légale sur lui. Il va mettre ça sur le coin d'un immeuble, mais à qui ça appartient? Est-ce que ça appartient à la propriété de l'immeuble? Est-ce que ça appartient à la ville? Est-ce que ça appartient à l'artiste? Là, c'est un petit peu. Mais t'as vu d'ailleurs que certains les volaient, hein. Mais c'est pour ça que la question s'est posée. Les équipes arrivaient en bleu de travail pour découper, pour retirer les carreaux et les revendre. Ils ont été arrêtés, bien heureusement. Ouais. Donc la question de la réalité augmentée, de la propriété en réalité augmentée. La question c'est de savoir est-ce que ce qu'on projette sur ton mur, ta façade ou la vitrine de ton magasin t'appartient ou pas. C'est difficile. C'est difficile. Parce que ça se passe uniquement dans l'écran de l'utilisateur. Enfin, ça n'existe pas dans le monde réel, donc c'est un peu. Marion, alors c'est intéressant. D'abord Marion et puis Jeff. Ok. C'est intéressant de voir quand même ce qui s'est passé avec justement t'avais parlé de Snapchat et de justement l'artiste là Sébastien Errázuriz là je crois qui avait justement vandalisé entre guillemets l'œuvre de Jeff Koons dans Central Park en taguant par-dessus. Donc c'était pas vandalisé, il avait bien travaillé dessus parce qu'il avait superposé un layer de réalité augmentée par-dessus déjà l'œuvre en réalité augmentée de Jeff Koons. Et justement ce qui était intéressant comme démarche, c'est que ça a questionné justement la propriété de cette interaction dans l'espace de réalité augmentée et à qui il appartient. Est-ce que Central Park ça appartient à Snapchat? Est-ce que tout le monde peut se l'approprier? Est-ce que ça appartient à la ville de New York? Donc je trouve que c'est quand même intéressant de commencer à se poser les questions en fait. Ouais. Jeff? C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait aujourd'hui on n'a pas développé la partie propriété intellectuelle virtuelle en tant que telle, mais une fois que les systèmes de réalité augmentée contiennent des maps qui sont persistantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas avoir la map de Pokémon Go, tu vas avoir la map de Snapchat, mais le jour où on aura une map virtuelle commune, ce qui est en train d'arriver puisque une des sociétés dans laquelle j'ai investi récemment fait ça, c'est-à-dire c'est du mapping virtuel en quelque sorte. À ce moment-là, si toi tu mets quelque chose sur tes volets, ça va apparaître dans les différents systèmes qui utilisent la map. Et là, à ce moment-là, la propriété intellectuelle va réellement être un problème. Je pense que ça va être le même type de problème qui se sont posés sur YouTube et sur les autres plateformes, mais décuplé. Parce que si c'est sur une app spécifique, on peut se dire c'est la responsabilité du propriétaire de la société qui gère cette app. Mais enfin, à vrai dire, même dans ce cas-là, si l'app devient suffisamment importante et que suffisamment de gens l'utilisent pour qu'elle devienne de facto l'app du monde entier, il n'est pas dit que on puisse se dire c'est juste le propriétaire, la société qui a développé cette app qui est propriétaire ou qui a droit de vie et de mort entre guillemets sur cet espace virtuel qui se repose sur l'espace réel. Donc ça risque de poser des problèmes intéressants. Les précédents qu'on a et le papier de Newco que tu m'as envoyé là le dit finalement de manière oblique, c'est que les précédents qu'on a, c'est par exemple les critiques de restaurants. Si tu es Guy Savoie, propriétaire du restaurant Guy Savoie, qui n'a que de bonnes critiques, je vous rassure. Mais oui, non, je tiens à rassurer mes amis. Mais on peut quand même citer ton restaurant. Enfin, tu vois, tu peux être propriétaire du lieu, du nom, de la marque et de l'aventure. Ça change rien. Il y a quand même un droit de citation. On peut utiliser tes informations et dire du bien, dire du mal, taguer d'autres choses dessus, publier des photos partout, etc. Donc ton droit de propriété, il est limité à l'endroit et à un certain droit à l'image, mais je suis d'accord, mais je crois qu'il y a une dimension. C'est dur d'en faire du vandalisme, quoi. Il y a quand même une proximité entre justement la réalité augmentée et le lieu physique en fait, et c'est la différence entre donner son avis sur un lieu et publier des photos, etc., et superposer un layer de réalité augmentée qui pourrait potentiellement détourner une devanture en changeant le message et qui pourrait être dégradant pour le commerce ou
C'est ça le truc, c'est que moi je pense qu'il y a quand même une étape supplémentaire, une dimension supplémentaire. Si justement on va, je sais pas, à la Tour d'Argent et que dans l'espace de réalité augmentée que tout le monde l'ensemble utilise... c'est moins bien, mais continue. Excuse-moi, je n'ai pas. Moi je me limite à la Tour d'Argent. Tu vois, le Patreon est pas encore assez élevé pour aller chez Guy Savoie. Mais si on va à la Tour d'Argent et qu'il y a des gens qui se mettent à mettre des posters porno, tu vois, partout sur ce truc, dans un espace qui est l'espace commun utilisé par le plus grand monde, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Facebook. Si quelqu'un va dire oui mais non, moi c'est une expression d'une intention artistique ou politique ou je sais pas quoi, ou si tu vois c'est quand même différent de juste dire j'aime ou j'aime pas la Tour d'Argent. Il y a quand même une énorme nuance, c'est que là tu as le fact-checking ultime, c'est-à-dire que si tu lèves les yeux de ton écran, la réalité est face à toi. Donc c'est-à-dire que c'est, tu vois. Et oui, mais que se passe-t-il si on ne lève plus jamais les yeux de son écran, si on vit dans le monde de la réalité augmentée de Facebook? Et là ça devient plus ton problème en fait. Et oui, la responsabilité aussi de la personne qui tient le lieu et qui laisse ses messages venir altérer le commerce en question. C'est-à-dire que je tiens un commerce, quelqu'un a posé en réalité augmentée des messages insultants. Peut-être raciste. Est-ce que je tolère si je ne suis pas au courant et que des personnes voient ce qui se passe? Est-ce que je suis pas tenu responsable aussi de ces messages qui sont en réalité augmentée, certes, mais dans mon espace associé à ton. Non, et puis ça devient encore plus compliqué. Dans des choses. Ça devient encore plus compliqué si on a par exemple, excuse-moi, juste pour dire ça, si on a par exemple un message politique, parce que si c'est des insultes, des trucs pornographiques, ok, mais si on touche à la liberté d'expression, si on est juste à côté du truc, tu sais, à 20 mètres, on pose le truc juste en dehors de la propriété, tu vois, du trottoir qui est attenant au lieu. Enfin, ça devient, c'est genre les problèmes de liberté d'expression fois 12 000, quoi. Ça me rappelle, tu sais, il y a un certain temps, devant rue de la Santé, devant l'entrée de la prison de la Santé, il y avait un café, un troquet, et il s'appelait Ici mieux qu'en face. En même temps, là, on peut le comprendre. Mais là, on tombe dans des problèmes qu'on connaît, qui sont ceux de la responsabilité des plateformes. Là, c'est la plateforme qui va être responsable si le propriétaire d'un resto ou machin, d'un magasin, quoi que ce soit, dit attendez, regardez, on a mis des atroces messages antisémites virtuellement sur ma devanture, sur vos maps. Là, on retombe dans des choses qu'on connaît déjà, qui sont les choses qu'on connaît sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, sur YouTube, partout ailleurs. Donc ça, ce mécanisme-là, on connaît déjà. Oui, à mon avis, ça ajoute un niveau de complexité, mais bon. Et quand tu fais de l'art virtuel où tu vas décorer une maison ou une prison pour que ça ressemble plus à une prison, à qui ça appartient? Est-ce que c'est l'artiste qui l'a fait ou est-ce que c'est le propriétaire des lieux physiques? Ouais, bah oui, c'est pour ça que moi je pense que ça ajoute quand même de la complexité. Mais passons rapidement sur la question de l'employé de Twitter. Si vous n'avez pas vu passer cette information, son dernier jour, et c'était marrant. Son dernier jour, il s'est dit bon, j'en ai marre de Donald Trump, je vais désactiver son compte une heure avant de partir. Et effectivement, c'était un type sans doute du customer support ou Dieu sait quoi, qui a désactivé le compte de Trump. Alors il a été réactivé très vite en 11 minutes. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de grosses 11 minutes que nous appellerons désormais la parenthèse enchantée. Un petit peu. Mais c'est marrant, effectivement, c'est ni surprenant, là, il n'y a pas vraiment de controverse ou de questions à se poser, mais c'est juste marrant de voir effectivement qu'un employé de Twitter a pu museler le président des États-Unis pendant 11 minutes avec cette technologie, quoi. Oui, il faudra voir si ça va pas lui retomber sur le coin du nez aussi. Ah bah, je pense qu'ils vont laisser le truc mourir, parce que peut-être qu'ils vont lui taper un petit peu sur les doigts, mais tu peux pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le mettre en prison. Non, mais en fait, il a enfreint. Oui, c'est ça. Légalement, en fait, ça dépend s'il était autorisé si c'était dans ses autorisations de poste de pouvoir tout simplement ban un utilisateur ou suspendre un utilisateur. Si ça ne l'était pas, là il aurait pu enfreindre le Computer Fraud and Abuse Act. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des milliers de gens qui font du signalement du compte de Donald Trump absolument régulièrement en disant ce truc publie des machins racistes, etc. Donc lui peut dire attendez, moi j'avais des milliers de reports de gens et j'ai bloqué le compte, voilà. Ouais, peut-être. Dernière histoire bizarroïde. Non, en plus si jamais, enfin excuse-moi de vous couper, mais si jamais Twitter
aller contre lui au niveau légal, je peux te dire qu'il y a des tonnes de l'ACLU et d'autres organismes qui se feraient une joie, mais une joie de le Je pensais pas forcément à Twitter. Je pensais pas forcément à Twitter, mais plutôt au gouvernement. Mais justement, moi je pense qu'ils vont laisser mourir le truc parce mieux. Que oui, c'est ça. C'est l'exemple typique du Barbara Streisand effect. Tu laisses filer le truc, sinon c'est infernal quoi. Ouais, mais ça montre que Twitter n'a pas les systèmes parce qu'en gros, il semblerait qu'il y ait un God mode qui permet au Gus du customer support de virer les comptes, et manifestement ils n'ont pas de système d'escalation qui permet à un manager de dire effectivement on veut arrêter Donald Trump. Oui, pour certains comptes qui sont jugés plus importants que les autres, il faut la confirmation d'un manager. Peut-être qu'à partir de dans quelques temps ils auront ce système. C'est sûr qu'une fois ça va, si ça se reproduit. Si ça se reproduit une deuxième fois, du coup, c'est n'importe qui part de chez Twitter qui peut... puis c'est pas bon pour Twitter non plus en termes d'image. Oui, c'est ça. Donc, nous en venons enfin à ce moment que vous attendez tous, les emojis caca. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? Eh ben, figurez-vous qu'il y a au sein de l'organisme qui s'occupe de gérer tous les caractères que nous utilisons avec nos ordinateurs, qui s'appelle Unicode, eh bien, il y a une partie de cette organisation qui s'appelle le Emoji Council, donc le conseil des emojis, qui décide de quels emojis vont être ajoutés avec les nouvelles versions de ce code-là. Et visiblement, ils ont décidé au cours d'une mise à jour classique de rajouter différents types d'emojis caca. Et c'est très sérieux parce que il n'existait jusqu'à maintenant qu'un seul type d'emoji caca et ils voulaient avoir des emojis par exemple qui froncent les sourcils, des emojis, je crois que c'était les emojis qui froncent les sourcils. Et au sein de clairement, on avait besoin de bien plus d'un seul emoji caca, on s'en sortait pas. Mais c'est marrant parce que quand on les voit, c'est vrai qu'il y a... Enfin, bon, je finis de raconter l'histoire. Il y a plein de gens qui se sont offusqués de la chose au sein de l'organisation d'Unicode en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes, on va avoir les emojis caca qui pleurent, les emojis caca qui tirent la langue, les emojis caca qui se posent des questions, les emojis caca qui font du karaoké. Enfin, il y a eu toute une controverse qui a pris le Unicode, parce que certains disent d'ailleurs le problème c'est que quand on passe du temps à faire ce genre de trucs, ça veut dire qu'on ne passe pas de temps à gérer des langues plus rares ou des trucs qui sont pas encore intégrés à Unicode, etc. Oui, certains disent vous êtes payé pour ça, sérieusement? Écoute, alors je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, je comprends la réaction, mais en même temps, il faut avouer que les emojis sont devenus un moyen d'expression important aujourd'hui sur tous les formats informatiques, et c'est en plus un moyen d'expression assez universel, qui est un moyen d'expression qui ne s'arrête pas à la barrière des langues. Et alors, je suis pas certain qu'on ait besoin spécifiquement d'un emoji caca qui fronce les sourcils. Mais l'idée de développer des emojis, je dis pas forcément, mais peut-être qu'un différent type d'emoji caca, ça pourrait être utile pour exprimer différentes choses. Je sais pas. Non. Non, là, t'essayes de justifier ça, mais déjà avoir un emoji caca avec une tête dessus, enfin une expression dessus, c'était une étape. Maintenant, faire différentes expressions, au secours. Hein. D'accord, donc Marion est très clair sur le sujet. Vous êtes plutôt de son côté. Non, moi j'espère qu'il y a un transcript quand même des discussions des comités Unicode là-dessus, parce que je veux entendre. C'est quand même, je vais me faire un tirage et je vais le mettre au mur. Hein. C'est quand même extraordinaire. Mais voilà, non mais ouais, voilà. Bon, je veux bien vous concéder le fait qu'on n'a pas forcément besoin de emoji caca qui tire la langue. Ok. Non, mais c'est le problème effectivement. Non, mais plus sérieusement, c'est le problème de ces nouveaux modes de communication où tu veux qu'ils soient divers, représentatifs, machin, etc. Et malheureusement, ce sont des représentations qui sont connues et reconnues, utilisées. Et comme Unicode a mis son nez dedans, je sais pas comment ils s'en sortent, parce que ça va devenir complètement ridicule. D'un autre côté, ça c'est légitime. Donc c'est parce que c'est eux qui vont gérer la définition du code de caractère, et par définition, ils peuvent pas le laisser courir comme ça, comme ils veulent. Mais moi, ce que je dirais, c'est que l'emoji caca est certainement utile.
Je sais que ça fait un peu, ça fait un peu discussion d'enfants de 5 ans, mais enfin, l'emoji caca, il est utile, quoi. Il exprime quelque chose, il est. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'émoticône. Oui, l'emoji caca, oui, mais l'emoji avec une tête de plus, enfin, une expression de plus, n'a. D'accord. C'est à ça que tu mets la limite, Marion. Écoute, l'expression en soi avec une tête qui sourit. Pourquoi? Ouais. A-t-il vraiment besoin de lunettes de soleil? Voilà. Ouais, parce que par définition, c'est la définition de je me sens pas forcément bien. Et donc, lunettes de soleil avec un grand sourire, ça va pas, quoi. Bon, ok. Vous m'avez convaincu. J'ai essayé de me faire un petit peu l'avocat du diable, mais en tout cas, c'était marrant que ça ait provoqué cette engueulade dans le consortium Unicode. Passons maintenant qu'on a résolu tous ces problèmes complexes du net et de la légalité, passons à de l'emoji caca. Et de l'emoji caca. Je ne vais pas nommer l'épisode emoji caca. Les grandes questions. Voilà, c'est ça, les questions importantes. Passons aux nouveautés matérielles avec, en premier lieu, la Xbox One X qui vient de sortir il y a quelques jours de ça. Alors, c'est une nouvelle console de Microsoft qui est compatible avec la Xbox One. En fait, c'est une nouvelle version de la Xbox One, donc tous les jeux qui fonctionnent sur Xbox One fonctionnent sur Xbox One X et vice versa. C'est simplement qu'elle est plus puissante, donc qu'elle fait de la 4K, de la HDR, etc., et qu'elle a plus de fluidité. Elle a des images plus jolie, et donc elle vient de sortir, elle se vend pas mal pour le marché qu'elle vise. Elle est intéressante généralement, je pense, que pour les gens qui ont une télévision 4K. Le problème de la Xbox, qui est le manque de jeux exclusifs, reste, mais par contre, la console réussit pour 500 € à vous offrir des performances et une facilité d'utilisation de console, donc des performances de PC très haut de gamme qui peut coûter 3 à 4 fois le prix. Donc, une belle petite machine pour Microsoft. Bah, c'est une mise à jour, hein, c'est pas. Mais ça fait longtemps qu'on se demande quand même. Enfin, moi, je suis au lancement de la PlayStation 4. J'avais demandé au patron de PlayStation, je lui ai dit mais vous imaginez quand même que dans 5 ans, par exemple, la puissance de cette machine sera un truc parfaitement trivial. Enfin, ce sera en gros la puissance de calcul de ma télé connectée. Donc, à quel moment est-ce que ma prochaine console sera juste une mise à jour logicielle, enfin, tu vois, ou une fonction, un truc. Et on le voit bien là aujourd'hui, ils sont tous juste dans la mise à jour. On n'est pas vraiment en train d'inventer de nouvelles plateformes. Alors Nintendo l'a fait avec Switch, mais c'est parce qu'aussi ils en avaient besoin. Et puis parce qu'ils ont changé tout, le form factor, le côté, c'est à la fois du salon et du portable. Mais côté PlayStation Xbox, ils sont vraiment dans la mise à jour technique, disant vous avez une grande télé 4K, alors oui, ça y est, on a la console qui va avec. Alors moi, je crois pas tellement. On se demande ce qui peut encore venir après. Moi, je crois pas à ce cycle de mise à jour. Je pense que ça va se limiter à la PlayStation 4 Pro et à la Xbox One X, parce que le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas une cassure nette, c'est-à-dire par exemple une PlayStation 5 ou une Xbox Two, enfin une console avec laquelle les jeux qui sont développés pour cette console ne sont pas compatibles avec les générations d'avant. Tant qu'on n'a pas ça, les développeurs sont pas motivés pour développer des jeux pour cette console spécifiquement, et donc le cercle vertueux ne s'emballe pas. Et là, ils sont en train de vendre à peu près, on va dire 20% des consoles un petit peu plus puissantes, de ces consoles de milieu de cycle. Ouais. Donc j'y crois pas trop. Je pense que on aura en 2020 une PlayStation 5 et une nouvelle Xbox non compatible. Mais regarde la longueur du cycle aussi. Oui, bah ça s'est allongé, mais je pense que 2020-2021, on y arrivera au bout de 8 ans, ça changera, je pense. À voir. Ok. Tiens, est-ce que l'un de vous a un iPhone 10, parce qu'on n'a pas fait d'émission depuis qu'il est sorti? Bientôt. Bientôt, d'accord, oui. En route. Oui. En route. Oui, Toi, t'as pas cliqué assez vite, Jeff. Comme moi. Non, j'étais me coucher, j'ai oublié le lendemain matin. C'était 1er décembre ou 8 décembre ou je sais pas quoi. Et j'ai pas voulu faire la queue parce que franchement, c'est pas que je l'attends. Je suis juste curieux. Et bah justement, Cédric, tes impressions? Moi, le peu, je l'ai eu en main un petit peu. Je l'ai trouvé étonnamment agréable à utiliser. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en 2 mots, hein? On fait pas une review complète. Enfin, on va pas faire une review complète, mais l'écran est très beau. Il y a un côté déroutant au début parce que quand tu mets à jour d'un iPhone précédent, moi j'avais un 7 Plus, tu les mets côte à côte, évidemment, tu peux pas résister à la tentation, et tu t'aperçois que la température du blanc est pas la même sur les deux. Alors c'est un peu what?
Mais sinon ça fait l'écran est très joli. Ce qui est étonnant, c'est qu'on aurait pu penser que le passage à l'OLED aurait permis d'affiner encore le téléphone, et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ont agrandi l'écran et réduit un peu le reste des dimensions, mais pas l'épaisseur ni le poids. Face ID, ça marche bien, ça marche même très bien. Le seul truc évidemment un peu curieux, c'est avec la disparition du bouton, l'arrivée de toute une vague de gestures pour arriver à je sais pas quoi, revenir à l'écran principal. Et c'est ça que j'ai trouvé qui passait pas mal en fait. Même en quelques minutes, je commençais déjà à m'y habituer, non ? Oui, mais c'est parce que tu l'as appris. C'est pas des choses qui sont aussi instinctives. Je suis d'accord. Ouais. Découvrables, aussi découvrables qu'un bouton home. Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement. On dit tu veux toutes tes tâches, double-clic. Et quand je vois maintenant qu'on annonce qu'évidemment ça va être la tendance et que d'un coup on aura des iPads sans bouton. Imagine un iPad Pro sans bouton. D'un coup, la gesture ce sera pas du bout du pouce. Il faudra que ton doigt fasse 22 cm. Zup non, sur sur le iPad, droit. il y a déjà le truc avec les 5 doigts qu'on referme, tu sais. Donc ça marche déjà. Ouais. Et en plus, ça a rajouté avec les gestures de l'iPad. Dis donc, on n'aura pas trop de doigts. Mais alors tu peux pas t'empêcher que de te dire mais est-ce que Steve aurait laissé faire une chose pareille, mais c'est un truc de vieux con, ça c'est pas très grave. Il marche bien. Moi j'ai été même il se trouve qu'hier j'ai fait ce qu'aucune bête ne fait, c'est-à-dire je suis allé toute la journée à Disneyland avec mon fils et quand je suis reparti le soir, il me restait encore un gros tiers de batterie. Enfin j'étais assez confort, donc l'autonomie est bien. Non, il y a peu de choses de mal à en dire, surtout que ça y est les apps qui je peux pas dire tire parti du notch, mais se sont adaptés au notch, c'est-à-dire à la petite zone noire du haut de l'écran, parce que tu peux pas en tirer parti, ça ne peut rien apporter à ton application. J'ai pas encore trouvé une app qui devient mieux grâce à ça, c'est pas possible. Donc mais ça y est, les apps sortent, donc non, c'est un chouette téléphone. Les photos sont pas mal. J'ai quand même une réserve. T'as pas l'air époustouflé, on va dire. Non, mais j'avais joué un peu avant, etc. Mais il y a une chose qui m'étonne dans le genre why did they do that? Tu sais, le mode portrait, il y a plein de choses qui, justement, grâce aux capteurs qui sont utilisés pour Face ID, permettent de faire de l'éclairage variable, des contours de ta tête, etc. Ce qui suppose que le téléphone arrive à faire un genre de détourage de ta tête. Et ben ça, dans l'essentiel des conditions dans lesquelles j'ai testé, pourtant des trucs bien éclirés, tu vois, sur un plateau de télé par exemple, et ben ça marchait pas du tout. C'est-à-dire qu'il coupe la moitié des cheveux. Enfin, et là tu te dis mais pourquoi ils l'ont sorti si c'était pas prêt? Et c'est là que tu te dis Steve n'aurait jamais laissé faire ça. Et c'est là que tu comprends peut-être leur stratégie de communication. Je voyais des papiers aux États-Unis sur mais pourquoi ils l'ont livré à 4 youtubeurs au lieu de le filer avec une semaine d'avance non pas toute la presse, mais aux quelques reviewers, aux quelques journalistes qui en font en gros un test d'une semaine avant la sortie et qui ce coup-là l'ont pas eu. Et là peut-être que tu comprends, mais je ne sais pas quelles étaient les intentions derrière ça. Sinon il est très réussi. Moi j'avais qu'une crainte, c'est que je venais du très très grand 7 Plus. Je me dis ah oui mais alors le téléphone est un peu plus petit, est-ce que je vais m'en sortir? Ouais, tout va bien, nickel. J'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'information par rapport à avant. Maintenant, il y a la question du coût, parce que c'est quand même un téléphone relativement onéreux. Ouais. Et tu as pas rencontré des petits bugs étranges dans l'interface ? Écoute, j'avais tellement de bugs étranges dans l'interface du 7 Plus avant la mise à jour que je sais pas, c'était des mises à jour successives d'iOS 11 où parfois t'appuyais sur un bouton, il se passait rien pendant 2 secondes. Enfin bon, non, j'ai eu assez peu j'ai eu un ou deux petits bugs. Alors des trucs un petit peu curieux avec des superpositions de fenêtres, des trucs comme ça, mais ça a pas duré et ça m'a pas vraiment gêné. Moi, j'ai vu le bouton dans l'App Store lorsque vous téléchargez les applications que vous mettez à jour, le bouton qui tourne sur lui-même. Mais c'est sympa, c'est une nouvelle animation, une jolie animation du coup. Ouais, c'est assez cool. It's a feature. Bon, on a des rumeurs. Juste bug là sur mon 7 Plus. Hein. Alors je sais pas si c'est la même chose, mais j'ai eu en fait une fenêtre qui d'un seul coup s'est inversée hier où le téléphone n'avait pas bougé d'angle, mais d'un seul coup la fenêtre a tourné de 90 degrés. Ah oui, mais alors là le bouton il tournait sans s'arrêter en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Oh, nice. Bah non, mais ça de toute façon c'est Steve aurait jamais laissé faire ça. On est d'accord. On a des rumeurs. Je suis content de ce que dit l'ami Cédric parce que c'était ma question quand j'ai acheté le 10, c'est est-ce que je vais avoir le sentiment d'avoir perdu par rapport à mon 7 Plus. Donc non.
Merci. Non. Et il tiendra mieux dans ta poche. Moi, il se trouve que j'utilise aussi beaucoup avec un stabilisateur, tu vois, pour tourner des images, avec un DJI, comment il s'appelle, un Osmo. Et c'est vrai que le 7 Plus était un peu à la limite de la taille et du poids que savent gérer ce genre de machine. Et là, d'un coup, c'est un peu plus petit, c'est pas forcément moins lourd, mais ça marche mieux aussi. Ça fait des très chouettes vidéos. Tous les objectifs sont stabilisés, enfin les deux objectifs arrière. Non, c'est une chouette machine. C'est pas, ça rejoint en plus plein de choses qu'on avait déjà vues aussi dans le monde Android, à part Face ID. Donc c'est pas une révolution, c'est une mise à jour bienvenue. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de bouton home, moi, enfin bon, j'en reparlerai peut-être que quand j'en aurai un. C'est juste que j'ai l'impression qu'il va pas me manquer, mais on verra. Donc, quelques rumeurs. 3 iPhones pour l'année prochaine, 3 iPhones avec le même form factor que l'iPhone 10. Donc, différentes tailles, mais toujours sans boutons. Donc, un en LCD à 6,1 pouces et 2 en OLED à 5,8, donc comme celui d'aujourd'hui, et 6,5, donc une version un petit peu plus grande encore, qui sont donc en rumeur pour l'année prochaine. Il serait en train de travailler également, Cédric l'a évoqué, à un iPad avec Face ID et plus de boutons Home, donc avec des bords beaucoup plus petits, qui arriveraient dès 2018. Oui, pardon Marion. Alors là, je dis non. Pourquoi Face ID sur un... Non, je suis pas d'accord. Pourquoi du Face ID sur un iPad? Un iPad, c'est un objet qu'on a dans un foyer et généralement qu'on partage. Alors pas tout le temps, mais souvent qu'on partage entre plusieurs membres de la famille. Donc ça veut dire quoi? Que soit on refuse le Face ID et on revient sur le code classique, mais déjà j'avais ce problème là avec le Face ID quand Jérôme l'a paramétré sur son iPhone, parce qu'on a tendance à s'échanger les téléphones pour se filmer quand on part en tournage, mais du coup ça se justifie pour un iPhone, mais ça se justifie moins pour un iPad, je trouve. Ah, mais alors, ça c'est la version en verre à moitié vide. La version en verre à moitié plein, ce serait peut-être que ça y est, enfin, le prochain iPad saura gérer plusieurs comptes utilisateurs. Ah, ouais, je vois. J'irai pas jusque là. Moi, je pense que simplement la solution facile, c'est que tu peux avoir plusieurs Face. Pour Face ID, tu peux en avoir 2 ou 3, et voilà, et ça règle le problème. Oui, non, mais c'est pas plusieurs comptes différents, tu vois, c'est juste que comme tu as plusieurs. C'est l'une des choses qu'on a perdu. C'est l'une des choses qu'on a perdu en perdant Touch ID. C'est-à-dire que tout à coup, tu pouvais quand même avoir plusieurs personnes qui pouvaient déverrouiller un téléphone, ce qui est plus du tout possible avec Face ID. Non, mais il y a une solution beaucoup plus simple. Chacun achète son iPad. Voilà. Apple a la solution. Ça, c'est la solution. Ouais, mais tout le monde est pas riche. Hein. On est ravis que Patreon fonctionne. C'est pas parce qu'on achète des iPhone X à 1200 €. Oups. Oui, un SMIC. Bah donc un iPad sera à 1800 €. C'est très bien. Moi je trouve ça bien. C'est une société. T'as acheté des actions avec ton Patreon, toi. Bah écoute, si on va avoir l'action Apple qui va monter à 1 trillion. Là c'est clair. Si j'en ai acheté, mais oui, bien sûr. Oui. Apple a également, visiblement, est en train de travailler très sérieusement sur un viseur de réalité augmentée qui tournerait sur un nouvel OS et qui serait prêt dès 2019 et qui serait mis en vente en 2020. Là encore, c'est une rumeur. Alors c'est Bloomberg, donc généralement ils connaissent leurs sources, surtout depuis que comment il s'appelle, Mark Gurman est allé travailler chez eux. Mais donc le casque de réalité augmentée d'Apple serait déjà en développement de manière très sérieuse et pourrait arriver dès 2020. Il serait prêt en 2019. Rumeur à prendre comme vous la sentez. J'aime bien les gens qui donnent des prédictions datées sur ce que va faire Apple. Je trouve ça. J'ai encore 2 petits trucs à parler en matériel, mais j'aimerais bien qu'on ait l'avis de Jeff sur les questions de paiement. Et comme il doit partir bientôt, je vais faire un petit raccourci par les questions de paiement avec plein de petites news que j'ai réunies là encore pour vous demander votre avis sur les paiements et le net en général. D'abord, Orange Bank qui va arriver bientôt, qui vise sur l'IA et la mobilité, donc une banque moderne, un petit peu comme celle qu'on a vu arriver sur le web, où on l'espère.
faire. Facebook a étendu la possibilité de payer de personne à personne par Messenger. Apple Cash est en train d'arriver avec iOS 11.2, donc là encore pour se payer de personne à personne. Il semblerait qu'Amazon soit en train de se préparer à accepter les cybermonnaies. Il y a des petits soucis au niveau du Bitcoin, notamment le fait que les transactions Bitcoin utilisent aujourd'hui plus d'énergie, enfin coûtent plus cher en énergie que ce qu'elles rapportent. Enfin en moyenne, hein, c'était une nouvelle intéressante. Et puis il y a plein de soucis avec les bitcoins en ce moment, des bugs avec Ethereum, plein de choses comme ça. Mais passons là-dessus pour parler de la question du paiement en général. Les choses ont l'air de bouger dans ces domaines, et les paiements qu'on va avoir par Facebook, Apple et ces nouveaux acteurs du monde de la tech qui s'immiscent partout, et Amazon peut-être aussi. Est-ce que ça va motiver les banques un petit peu vieillissantes à bouger? Je sais que toi, Cédric, tu avais chanté les louanges de Number 26 il y a quelque temps dans l'émission. Toujours. Je crois que t'en es toujours très content. Toujours. Est-ce qu'on arrive enfin à ce moment où la banque et les paiements vont être impactés par la tech? Est-ce que ça va faire bouger les acteurs traditionnels du marché? J'ai envie de dire que c'est même pas une question de technologie. C'est une question de respect du client. Je te cite un exemple. Il y a 2 semaines, il se trouve que tu sais, AXA avait une banque mobile qui s'appelait Soon, et ils l'ont fermée là à la rentrée. Donc tout le monde s'est été rebalancé vers des comptes AXA. C'est dommage, j'aurais su, j'aurais pas ouvert un compte chez Soon. Et là, je reçois un mail d'AXA, et écoute le degré de, enfin bon. Qui m'avertit que les conditions générales de la banque vont changer au 15 janvier. Jusque-là, ok, très bien. Donc j'en reçois un mail le 15 octobre qui dit « À partir du 15 novembre, vous pourrez cliquer sur ce lien pour aller compulser les nouvelles conditions générales. » Tu cliques sur le lien, t'as encore celle de cette année, pas celle de l'année prochaine. En clair, on m'envoie un mail pour dire « On vous l'a dit, mais on voudrait s'assurer que vous n'alliez pas les lire. » Parce qu'évidemment, dans un mois, vous n'allez pas vous dire « Ah oui, il faut absolument que j'aille cliquer sur le lien du mail du mois dernier. » En gros, je suis face à une banque qui traite ses clients comme des inconvénients. Et la grande puissance de N26, c'est 2 choses. Un, ils ont pensé leur service en partant de l'application, parce que ça c'est leur interface de base de contact avec le client. Et ils ont pensé à ce que le client pourrait vouloir faire, et pas à ce que la banque aimerait que le client fasse. Et la révolution, elle est là, elle est pas ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que Orange a littéralement copié-collé N26, c'est-à-dire qu'ils ont pris la liste des features, ils ont dit on va faire exactement la même chose, à tel point que même les paiements d'Orange Bank passe par un processeur de paiement qui s'appelle Wirecard, qui était celui de N26 avant que N26 ne gère ses paiements tout seul. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que tous les Français vont pouvoir avoir accès à ce genre de choses. On espère juste qu'il y aura la même attitude envers le client, parce que l'essentiel des banques ont quand même oublié ce que c'était qu'un client. Jeff, un avis sur la chose, toi qui es plus encore au centre de l'innovation, est-ce que ça arrive enfin ? Oui, alors nous on fait pas énormément de trucs dans le domaine du fintech. On n'a rien fait du côté du Bitcoin. On regarde le blockchain, mais on n'a encore rien fait. Donc on n'est vraiment pas des investisseurs super positionnés sur le domaine. Mais je vois énormément d'innovation, que ce soit en termes d'interface client, donc que ce soit les Gus qui développent des bots qui te permettent de gérer tes dépenses, tes économies, etc., etc. En gros, c'est tu changes l'interface, tu passes d'une app à une interface conversationnelle. Tu vas avoir des banques de nouveaux types qui veulent, en gros, avoir une approche super moderne. Quand tu as l'interface que tu vas avoir, en gros, t'as pas l'impression de travailler avec une banque, ça a plus l'air d'être Facebook ou quelque chose comme ça. Mais à ce jour, j'ai pas franchement l'impression qu'il y ait, enfin, tu vois, des boîtes comme Betterment, qui est un service de robot investing. Donc, t'as Wealthfront, Betterment et une ou 2 boîtes comme ça. T'as Robinhood. C'est du conseil à l'investissement, c'est ça? C'est du robot investissement, c'est-à-dire que ça va te développer des stratégies d'investissement automatiques qui sont basés sur des critères de choix et d'allocation que tu as, mais ça va te le faire de façon automatique. Tu vas pas parler à un conseiller, donc ça veut dire que le coût de service du client est très bas.
Et c'est aujourd'hui en fait un des principes, c'est comment est-ce qu'on augmente l'interface, la convivialité, la rapidité, sans avoir des gus derrière pour que ça coûte moins cher en fait à servir. Et c'est là où tu as un service comme Robinhood qui est en gros un broker online qui est gratuit. Donc t'as pas de transaction fees et ça permet de frais de transaction, de frais de dossier, tout ça. Ouais. Et donc toutes ces boîtes-là valent sur le papier plus d'1 milliard. Ils ont des dizaines ou des centaines de milliers de clients, mais personne n'a encore atteint des stades en termes de d'assets under management, comment tu vas dire, de ce que tu vas gérer, en gros, d'avoir en gestion, qui sont super importants, quoi, parce que c'est encore que du potentiel, quoi. Voilà, dans le domaine de la gestion, avoir 1 milliard en gestion, c'est que dalle. Donc, il y a beaucoup de développement. Il y a des trucs intéressants qui se font. Il y a effectivement des services de peer-to-peer qui sont en train d'arriver. Et le fait que tu aies Amazon, Apple et tout ça qui s'y mettent, franchement, tu vois aujourd'hui où on est Apple Pay. Juste un exemple, je me suis fait piquer mon portefeuille à Las Vegas avant-hier. C'est très très chiant parce que en gros j'ai tout perdu. Et j'ai déjà commandé ma carte de remplacement chez American Express, et au moment où ils ont généré la carte, elle était déjà disponible sur Apple Pay. Je vais recevoir la carte dans 2 jours, c'est déjà disponible sur Apple Pay. Donc ils ont fait des intégrations enfin franchement ça m'a bluffé, parce que je me suis dit merde, je peux déjà utiliser la carte. En gros ma carte a été créée il y a 1 minute. Donc on commence à avoir des niveaux d'intégration entre les grosses boîtes comme ça et les services de crédit et les banques qui sont vraiment sympas d'un point de vue convivialité, quoi. Mais c'est ça qui est en fait, ma question était en même temps dirigée là-dessus, c'est que la technologie, on le sait, est un outil qui permet des changements dans ces domaines, bon, soit positifs, soit négatifs, mais en tout cas souvent des changements qui permettent de faciliter l'utilisation de certains services. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais la banque n'en a pas encore vraiment bénéficié. L'industrie de la banque est trop confortable pour vraiment en avoir bénéficié, comme il y a eu énormément d'industries qui ont été dans lesquelles la tech a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et là, je me dis, il est temps. C'est compliqué parce qu'ils sont dans des positions de incumbent, comme on dit en anglais, c'est-à-dire, tu vois, de grands acteurs existants, avec des structures de coûts, avec des réseaux d'agences, avec même comment dire, un patrimoine informatique qui est pas du tout celui qui créerait aujourd'hui s'il partait de zéro. Donc c'est plus facile. Ça a été pareil pour des partout. Nouveaux, c'est la même chose. Bah, c'est plus facile d'être free si tu démarres à la fin des années 90 plutôt que si tu as démarré au début du fil de cuivre, quoi. Et c'est un dilemme de l'innovateur qui est pas nouveau, qui est connu. Mais c'est vrai que le peu de réactivité est assez. Enfin, c'est l'avant après. Moi, je regarde un peu aux États-Unis. Je voyais pas. Il se passe pas grand-chose en fait dans la banque de détail, Jeff, non? Non. Ouais, il y a eu quelques essais de startups qui ont essayé de créer des banques d'un nouveau type, mais ça n'a pas franchement été ça accroche pas. Ça accroche pas, ça n'a pas été super développé. Mais parce que in fine, la banque a toujours une infrastructure où tu vas te loguer sur le site web ou sur l'appli et tu te dis putain, mais c'était développé il y a 15 ans, quoi. C'est pas croyable. Ouais. Et franchement, je trouve que Amex, bon, leur site est pas génial, mais le boulot qu'ils ont fait d'intégration avec Apple, c'est franchement pas mal, quoi. Et c'est ça le truc. C'est peut-être pas pour les startups, c'est peut-être plus pour les grands. C'est dire bah voilà, j'ai 150 millions de Pékin qui m'ont donné une carte de crédit, fais l'intégration back-end, ça vaudra le coup. Alors que ta petite startup qui débarque et dit salut. J'ai une centaine d'utilisateurs. Tu parles avec moi? C'est ça. Pour te dire, ma fonction préférée sur N26, c'est de dire qu'est-ce que j'ai foutu de ma carte de crédit. Est-ce qu'elle est dans une veste? Est-ce qu'elle est dans la voiture, dans le sac, le portefeuille? Et en attendant de la retrouver, tu peux sur l'appli la désactiver en absolu temps réel. Et justement, Apple Pay fonctionne avec maintenant. Et j'ai été impressionné exactement comme Jeff. Je désactive la carte parce que je sais pas où je l'avais foutue. Et instantanément, Wallet me dit
Apple Pay a été désactivé sur votre carte. Et là, c'est pas, tu vois, c'est-à-dire que c'est passé par le serveur d'N26 qui a pingé un truc chez Apple et Apple m'a renvoyé le truc, mais ça a pris 1 seconde et demie. Et c'est vrai que là, le degré d'intégration est de temps réel enfin, c'est extraordinaire, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Moi, j'ai du mal à m'en passer maintenant, de ce retour en temps réel avec N26. Ouais, toi aussi, t'es chez N26. Oui. Alors, attendez une seconde. Depuis que je suis partie à New York, j'étais obligée. Je vais te poser la question de l'interface aussi, Marion, mais je crois que Jeff doit nous quitter. Donc, on va te laisser partir. Salut Jeff. Merci à tous. C'était un plaisir, comme d'habitude, toujours d'être avec Cédric, Patrick et Marion. C'était un grand plaisir de faire ta connaissance par le biais de ces charmants garçons. Ah, et on n'a même pas parlé on n'a même pas reparlé de la nouvelle, du nouveau Softtech. Bon, on parlera la prochaine fois. Tu dois partir. Ah oui, on s'appelle plus Softtech, on s'appelle Uncork Capital, ce qui veut rien dire, parce que ça veut dire déboucher capital, ce qui ne veut pas dire grand-chose en français. Il n'investit plus que dans la Napa Valley, c'est particulier. Non, mais il y a de ça. Donc ouais, on n'a pas pensé à la traduction française. Désolé, c'était vraiment un changement de nom focalisé sur l'écosystème américain. Mais c'est vrai depuis mardi. Tire-bouchon capital. Moi, je trouve ça pas mal. Tire-bouchon capital. Ouais. Bof. Bon, c'est là où je vous quitte. Ok, merci Jeff. Salut. Et donc, Marion, donc on peut parler de ton expérience avec N26 et je voudrais aussi te poser la question de l'interface puisque c'est un truc que tu connais. Finalement, les problèmes des banques, des banques, enfin des vieilles banques, des banques traditionnelles. J'ai l'impression que c'est beaucoup des problèmes d'interface. Moi, j'ai vu l'interface qui a pris certainement des années à être faite de ma banque qui est la BNP. Et franchement, c'était pas hyper folichon, quoi. Le temps qu'ils conçoivent la nouvelle interface soit activée sur le site, soit déployée, on sentait les influences de 3 ans avant du design pour mobile et du design un petit peu daté, quoi. C'est beaucoup des problèmes d'interface ou il y a d'autres choses derrière. Je sais pas si ça te. C'est une question. Pour moi, il y a d'autres choses. Pour moi, il y a d'autres choses derrière. En fait, le problème vient surtout de la relation entre la banque et les utilisateurs ou les clients, en tout cas. Normalement, c'est censé être un service, et en fait, on avait l'impression d'être plutôt nous au service de la banque, quoi. Voilà, otage de la banque. Et N26, là, se positionne comme un vrai service. Et en effet, ça se ressent dans la qualité de l'application qu'il propose, qui est le premier intermédiaire et le principal intermédiaire et le principal moyen de communication. C'est le guichet, quoi. Exactement. Et donc, ils ont complètement optimisé ça. Mais en effet, ils se mettent au service de l'utilisateur en lui redonnant le contrôle sur sa carte, sur son compte et sur ce qui s'y passe tout simplement, et en étant vraiment transparent. Donc là, c'est un peu cliché, mais finalement, c'est vrai. Et pour le coup, pour être complètement transparente de mon côté, quand j'ai dû partir à l'étranger et qu'il me fallait un moyen de paiement régulier avec une carte sans avoir trop de frais, j'ai posé la question à ma banque pour savoir s'il y avait un équivalent abordable. J'ai dit j'ai vu qu'il y avait N26, ça m'intéresse parce que c'est gratuit en fait. J'ai pris la première formule, c'est gratuit en paiement à l'étranger. Et on m'a répondu non, on n'a pas l'équivalent. Après, vous pouvez opter pour une Mastercard Gold qui coûte tant, etc. J'ai fait je vais chez N26. Merci, au revoir. Voilà. Mais les banques existantes, elles sont prisonnières de pas mal de choses. C'est de leur structure et puis de leur process, j'ai envie de dire. Oui. Je parlais tout à l'heure de ce que AXA avait quand même tenté de faire avec Soon, en disant on va faire pareil, nous aussi on va faire une banque mobile, ça va être super. Ouais, finalement, c'est pas si compliqué, on connaît la banque, on va le faire aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu comprends le banquier chez AXA qui dit attendez, les enfants, on n'est pas plus cons que les autres, on va bien arriver à faire une appli mobile, quoi. Et en fait, moi j'avais fait le truc, j'avais ouvert un compte, je voulais vraiment tester. Le problème, c'est que t'étais prisonnier d'un process, par exemple, pour l'ouverture de compte, qui était un truc hérité de la banque de guichet. C'est-à-dire que tout à coup, je sais plus, il fallait ouvrir le compte, et puis après, on t'envoyait un mot de passe par la poste, et tu sentais bien que c'était pas un truc qui avait été pensé de zéro pour fonctionner dans l'appli. Et ça a été il y a quelques coups de génie dans N26, qui sont, par exemple, la capacité d'ouvrir entièrement un compte sur ton
ton terminal mobile, en faisant même de l'authentification, en faisant une visioconf pour montrer ta pièce d'identité, enfin bref, qui font que tout à coup, voilà, t'as ouvert un compte en 10 minutes, le truc qui ne t'est jamais arrivé de ta vie, et ça est le temps réel. Ça, c'est vrai que faire une dépense avec une carte et avoir la notification sur ton téléphone parfois avant même que le terminal de carte bancaire dise transaction acceptée, ça déchire. Bon, j'ai bien compris que vous aimez tous comme dans tous les N26. trucs de start-up, il y a des bugs, hein, mais Ouais. il y a des bugs. J'en ai eu 2. C'était un très drôle et un plus étonnant. Très drôle, je vais à Amsterdam pour la première fois et je paye dans un restaurant. Merde, paiement refusé. Bon, je sais pas, un bug, c'est pas grave, je prends une autre carte. Deuxième truc, refusé. Troisième truc, refusé. Supermarché, refusé. Mais c'est bizarre, ça marche pas dans ce pays. C'est juste que j'avais fait une démo de trop sur mon application que j'avais montré, tu vois, je peux bloquer les paiements dans les commerces ou dans les mains ou au distributeur ou sur Internet. J'avais juste pas oublié de débloquer derrière. Et par contre, je suis parti au Japon avec. Alors, ça avait une vertu extraordinaire, c'est que, de fait, le taux de change appliqué sans commission, sans rien, était même inférieur au taux de change interbancaire que j'allais voir sur le web. Ça, c'est génial. Le truc un peu moins bien, c'est qu'il y avait un problème entre le paiement et l'autorisation et que donc j'étais débité 2 fois. Ah oui. Et qu'il a fallu attendre 3 semaines pour que les autorisations expirent et que je sois recrédité. Bon, voilà. Mais ça, ils m'ont dit non, mais oui, désolé, c'est un problème qu'on a avec les Japonais. Bon. Okay. Mais voilà, ça, je pense que c'est des choses qui vont être réglées. Bon. Je suis triste de pas avoir eu Apple Pay à ce moment-là. Disons que j'ai bien compris que N26 ça vous plaît énormément. Et j'ai l'impression qu'avec en tout cas Orange Bank, effectivement, comme tu le dis, ils ont un petit peu tout copié, donc peut-être que ça va faire bouger les autres aussi. Autant faire ce qui marche, mais oui, parce que et avec les paiements pair à pair de Facebook, d'Apple et peut-être des autres, ça risque d'obliger les gens à bouger également, quoi. Enfin. Oui, parce qu'il y a un aspect viral en plus, c'est-à-dire que c'est par ça, exemple, oui. Et après, on arrête sur N26. Il y a une fonction qui est géniale, c'est de pouvoir dire, tu as un compte N26, j'ai un compte N26, je vais t'envoyer 100 €, je te les envoie, ça y est, tu les as. Mais vraiment, il y a des. J'imagine que ça va marcher comme ça avec Facebook Messenger et Apple Pay, hein. Je pense. Je suis pas sûr. Oui, bien sûr, c'est tout ce qu'on peut. Oui, mais sinon que c'est pas, c'est un argent après qui est pas forcément disponible pour que tu utilises avec ta carte de crédit immédiatement. Oui. Enfin, si, dans le cas d'Apple Pay probablement. Bon, bref. Mais c'est vrai que moi, je me suis trouvé dans des situations où je rigolais, j'avais l'impression de faire le scénario de la pub, tu vois. C'est avec une amie qui est au comptoir d'Air France et on lui dit ah non, faut payer 120 € de plus pour les bagages et elle a que 110 € sur son compte N26 et elle me dit tu peux pas m'envoyer. Je suis en voiture, je m'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence et je fais le virement et je l'ai au téléphone. Elle me dit ah c'est bon, c'est passé. Voilà, ça, c'est des choses. Là encore, des choses qui pub, effectivement. Voilà, c'est des non, choses mais comme qui n'étaient pas possibles dans le monde d'avant. C'est rare d'avoir des services où en fait c'est aussi facile que dans la pub. Ouais. Exactement. Ça marche comme dans la pub. Il y a peu de choses qui sont aussi bien que ça. Hein. D'accord. Bon, revenons rapidement aux questions matérielles. Alors, il y a Razer qui est une marque de matériel de gamer qui sort un téléphone de gamer. On va passer rapidement dessus. En gros, c'est un téléphone sous Android avec un écran rafraîchissement 120 Hz, 5,7 pouces, 8 Go de RAM, un Snapdragon récent 835, 2 caméras 12 mégapixels en arrière, enfin à l'arrière du téléphone, 2 appareils photo plutôt, 4000 mAh de batterie, etc., etc. Il y aura une update sur Oreo en 2018 et il coûte $700 aux États-Unis. Il sort le 17 novembre. Donc téléphone de gamer, grosse machine. Bon, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de demandes pour des téléphones de gamer, mais en tout cas celui-là sera disponible. Plus importante comme annonce, c'est alors quelqu'un m'a supprimé la ligne du. Pardon. Qui est-ce qui m'a supprimé la ligne? Bon, c'est pas grave, je m'en souviens. C'est moi, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pour tester si tu connais tes articles. C'est ça, oui. Bon, je les connais en fait. Intel est en train de tisser un partenariat avec AMD pour faire des processeurs qui ont un coprocesseur graphique intégré de meilleure qualité que ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que Intel n'a pas toujours fait des processeurs dont les capacités graphiques étaient satisfaisantes. Et ben peut-être que ça va arriver bientôt. Et d'ailleurs, ils ont même récupéré un ancien employé d'AMD, donc ils sont assez sérieux sur cette question des coprocesseurs graphiques. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens normaux? Ça veut dire que
les ordinateurs portables avec des processeurs Intel Core i machin ou i truc risquent dans les prochaines générations d'être beaucoup plus puissants graphiquement, même s'ils n'ont pas de coprocesseur graphique qui fait chauffer, qui coûte plus cher, qui grossit la machine, etc. Donc ça veut dire plus de réalité augmentée, plus de réalité virtuelle et plus de jeux en 3D et d'applications de ce type-là. Donc, excuse-moi, je viens de rebooter parce que j'ai bugué en lisant Intel s'allie à AMD. J'arrive pas à aller jusqu'au bout de cette phrase. Et oui, c'est un monde étrange dans lequel nous vivons désormais. Oui, emoji caca, Intel et AMD ensemble. On ne sait plus où donner de la tête. Bon, bah écoutez, c'est tout pour nos gros sujets. On va passer aux news et rumeurs, mais avant ça, j'aimerais tout de même prendre un petit instant pour vous remercier, vous, auditeurs qui choisissez de soutenir le Rendez-vous Tech, puisque vous le savez, c'est uniquement grâce à vous que l'émission peut exister, peut continuer à exister, puisqu'elle est financée non pas par la banque N26, non pas par Apple ou par de qui on a parlé, ni par les emojis caca. On est financé uniquement par les gens qui choisissent de nous financer, qui apprécient l'émission et qui décident de donner $1, $2 par épisode. Et c'est grâce à vous donc que l'émission peut être produite. Je voudrais remercier plus spécifiquement Reuk, j'espère que je prononce bien, Eléric Carion, Eric Fonjalas, Michel, Émeric Chapuis, Bertrand et Julien Fabre. Merci à vous 7 et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Si vous voulez en savoir plus, c'est super simple, ça prend c'est presque aussi rapide que N26, c'est pensé pour les utilisateurs, c'est un service qui est à votre service, ça s'appelle Patreon. C'est sur patreon.com/rdvtech et ça prend 2 minutes pour créer un compte. Vous pouvez choisir la somme que vous donnez par épisode. Vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous voulez soutenir par mois. Si vous voulez en soutenir que 2, par exemple, si j'en fais plus par moment, vous ne payerez que pour 2. Donc c'est vraiment un truc simple et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc voilà pour la petite partie promo Patreon qui nous permet d'exister. Si vous appréciez l'émission, si elle vous fait rire ou si elle vous informe, pensez peut-être à la soutenir par ce biais simple, rapide et agréable. Bon, on continue avec les news et rumeurs. Amazon continue son extension inexorable dans tous les domaines de la vie avec des vêtements de sport qui existaient depuis un moment déjà, ça je savais pas, mais également maintenant ils ont 2 marques de meubles. Des meubles très simples. Alors, oui. C'est des marques qui sont pas des marques Amazon, ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des trucs genre. Mais c'est bien fait. Ikea a jamais voulu vendre sur Amazon, et ben voilà. Exactement. C'est ça, c'est Rivette et Stone and Beam. Alors c'est 2 gammes, une gamme un petit peu meilleur marché et une gamme un petit peu plus chère. Les deux, ça fait vraiment penser à du design scandinave. Effectivement, c'est hyper clean, hyper sobre. Franchement, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous avez vu un petit peu le type de meubles qu'ils vendent. Ça a l'air d'être, bon, je suis sûr que c'est Ikea, c'est pas des meubles que tu vas garder 50 ans, mais par contre, ça a l'air pas moche, quoi. Ce qui est déjà quelque chose de considérable. Vous considéreriez justement acheter des, ouais. Toi, t'as vendu ton âme comme nous tous à Amazon? Pas assez en fait. C'est-à-dire que non, il faut que t'expliques là, pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas assez parce que je suis pas dans une zone Amazon fraîche, parce que voilà. Ça, tu voudrais plus. Parce que moi je voudrais être Prime Now et fraîche et bien sûr, bienvenue Rivette. Je suis en train de regarder, c'est très chouette. Hein. Oui, de fait, on dirait ça ressemble plus à du Habitat qu'à du Ikea, mais ça ressemble à du Ikea, pas mal du. Ah, c'est beau. Ouais, c'est cool. Ah non, mais c'est que aux États-Unis.
Oui, pardon, c'est pas encore chez nous. Mais bon, ça sera peut-être Marion, toi, mon seul reproche à Ikea, c'est qu'il faut y aller, tu vois. Donc, mais c'est exactement ça. Tu disais Ikea, j'ai toujours refusé d'être chez Amazon, certainement avec raison, mais leur site web, justement, c'est ignoble, Ikea. Enfin, ignoble, j'exagère. C'est pas pratique et ça coûte hyper cher à livrer. Ikea vend en ligne, mais parce que tu fais tout le tour du magasin et donc t'achètes plus. Et voilà, t'es venu pour 2 ampoules et t'en as pour 180 €. Tu dis mais j'ai fait quoi là? J'ai acheté 3 fleurs, je comprends pas. Avec en plus les shotbullar, les boulettes de viande que tu vas prendre au magasin Ikea. Marion, toi, tu pourrais être cliente de ça, de chez Amazon? Oui, je suis déjà très très cliente d'Amazon, donc là, s'ils commencent à faire ça, ça va être compliqué de résister. Encore. La seule limite, le problème qu'ils ont en fait ici, moi j'ai une cousine franco-américaine mais qui vient de revenir à Paris et elle habitait à New York avant et elle me dit Amazon is way worse here. J'ai dit mais comment ça? Mais rien, mais les livrets. Mais oui, je dis ah bon, mais c'est pourtant pareil. Non, les livraisons c'est pourri ici. Bah oui, entre le mec qui passe, qui te met des notes, t'attends, ça sonne jamais. Enfin bon, bref, on va pas se rebattre. Voilà, et là c'est une limite et c'est pour ça que là aussi je pense que Amazon va intégrer tout ça de manière verticale avec des chauffeurs Amazon, c'est le dernier Amazon, problème. Des camions Amazon. Bah oui, c'est le dernier kilomètre et c'est le plus important. Exactement. Bon, Snap, vous êtes tous utilisateurs de Snapchat, n'est-ce pas? Attends, là j'ai trouvé une chouette lampe. Vas-y, continue. Je te rejoins, là, je regarde les plaids. Le canapé d'angle bleu, il est bien, il irait bien chez moi. Bon, je les ai perdus. Heureusement que c'est pas disponible en France. Vas-y sinon, Patrick, vas-y. Donc Evan Spiegel, le président de Snap, donc la société qui développe Snapchat, a déclaré qu'ils allaient changer le design de Snap. C'est intéressant parce que c'est intéressant parce que on dit depuis bien longtemps que Snapchat a un design et une interface absolument imbitable, incompréhensible, à dessein, parce qu'ils disent c'est difficile à comprendre pour les adultes et du coup ça reste un petit peu exclusif aux plus jeunes, aux adolescents et aux jeunes qui l'utilisent. Et donc ça reste cool pour eux. Eh bien, je pense qu'ils ont atteint les limites de croissance de Snapchat et d'ailleurs les résultats récents étaient assez mauvais. Et donc ils ont déclaré qu'ils allaient travailler à une refonte du design parce que il était trop compliqué. Donc c'est marrant de les voir admettre que leur design était trop compliqué et de se dire qu'ils vont le changer. On a des rumeurs qui disent que ça va arriver très vite, donc je pense qu'ils travaillaient dessus depuis un bon moment. Ça arriverait le 4 décembre avec quand même des éléments d'interface qu'on retrouverait bien sûr de l'ancien Snapchat mais qui seraient simplifiés. Et du coup, je me tourne vers la spécialiste de l'interface. Ah oui. Ils avaient déjà admis que c'était compliqué à utiliser puisqu'ils avaient publié un petit manuel d'utilisation lorsqu'ils voulaient rentrer en bourse. Ah oui, d'accord, j'avais même pas vu ça passer. Et ouais, c'était génial quand même à l'époque. Ils avaient quand même diffusé un petit manuel d'utilisation de Snapchat. Tellement c'était incompréhensible. Pour les éventuels investisseurs qui auraient voulu mettre de l'argent et qui voulaient comprendre le produit, c'est marrant ça. Mais le fait qu'ils mettent à jour leur interface, c'est quand même un gros truc pour Snapchat qui avait un potentiel énorme et qui s'est fait bouffer finalement par Instagram qui a copié la moitié de ses fonctionnalités, mais qui a et les Messenger, ça a copié l'autre moitié. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dangereux pour Snapchat parce que il risque de se mettre à dos en effet l'audience sur laquelle ils ont construit la plateforme, qui avait un usage bien spécifique et qui a appris au fur et à mesure à utiliser l'application. Mais en même temps, ils ont plus vraiment le choix parce qu'en fait, ils ont vraiment un enjeu de croissance où ils se sont fait coiffer au poteau par Instagram avec Instagram Story et compagnie. Ils ont pas le choix en fait. Il faut qu'ils s'ouvrent au grand public. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est pas le grand public. On va dire les choses. Ils vont s'ouvrir à des gens comme Patrick, comme moi, comme nos amis. Ils vont s'ouvrir aux vieux. Voilà. C'est aux gens qui ont plus de 22 ans et qui tout à coup regardent Snapchat comme un canard regarderait une fourchette en disant ça a l'air bien, mais moi j'y arrive pas. Mais c'est vrai. Moi ça me le seul parallèle que j'ai en tête, ça me rappelle l'histoire du New Coke. Tu te souviens l'histoire de Coca dans les années 80? Oui, bien sûr. Ouais. T'as l'année par Pepsi qui dit on va changer la formule, on va faire un New Coke qui va être génial. Tout le monde a dit non, si t'y touches t'es mort. Et ils ont été obligés de le remballer. Donc
Donc peut-être qu'à un moment il y aura juste un truc dans les paramètres de Snapchat en disant est-ce que vous voulez l'interface, je sais pas comment ils l'appelleront, vintage ou insider ou etc. Et le reste du monde pourra utiliser un Snapchat utilisable. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va se départir de Messenger et du reste? C'est pas gagné. C'est pas parce que c'est plus facile à utiliser qu'on va y aller. C'est compliqué parce que maintenant il y a c'est pas que l'interface, c'est aussi, exactement. C'est pas que l'interface, c'est aussi les codes et puis c'est surtout la communauté que tu t'es créé dedans. Donc, vous voyez, des fois je reçois des messages genre sur Snapchat, c'est drôle, de confrères, de trucs comme ça. Et je leur dis pourquoi tu m'écris là? T'es vieux, je suis vieux. Enfin, je veux dire, fais pas la semblant, peine de quoi. faire semblant, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Je pense que c'est pas parce qu'ils vont changer l'interface que les gens vont y aller. Mais je pense que ce qui est sûr et ce qu'on a vu ces derniers mois et ces dernières années, c'est que s'ils changent pas l'interface, les gens n'iront pas. Enfin, les vieux comme nous n'iront pas. Ils ont besoin de plus de monde, donc. Ils ont besoin de changer quelque chose. C'est-à-dire que ils pensaient qu'ils allaient révolutionner le monde moderne avec les spectacles. Et ils en ont gardé. Oui, enfin ça, il y avait que Ivan Spiegel qui croyait. Mais... Les ventes événementielles, les distributeurs posés au milieu d'un champ, etc. Moralité, il leur en reste 40 millions de dollars sur les bras. Ils savent pas quoi en faire. Donc ça, et à ce moment-là, ils disaient non, mais nous, tout ça, c'est bon. Nous on va devenir une société de hardware, etc. Bon, je pense que là ce discours-là est un peu oui, non, mais on en a parlé, je crois, il y a 2 semaines. Ils sont forcés de changer quelque chose, donc de fait l'interface c'est le truc le plus visible. Mais oui, de fait ils sont forcés de réagir. Alors c'est encore des problèmes de riches, mais il y a un peu le feu à la maison. Mais c'est un peu compliqué parce que ça veut dire qu'ils vont devoir convaincre des utilisateurs comme vous et moi qui n'y comprenons rien et qui avons déjà essayé d'utiliser Snapchat. On sait que c'est pas pour nous, on sait que ça s'adresse pas forcément à nous, on a déjà perdu du temps à essayer de l'utiliser et on va devoir réessayer. Il faut nous convaincre de retenter l'expérience sur Snapchat. Je dirais que c'est pas impossible parce qu'il y a quand même des gens qui l'utilisent. Ils ont un buzz quand même. Ils sont pas, c'est pas non plus Google+, tu vois. Donc je me dirais le jour, petite béquille au passage. Le jour où la nouvelle interface arrive, donc visiblement dans 3 semaines, moi j'irai y rejeter un coup d'œil parce qu'on en parle tellement. Oui, mais toi t'es fan de tech. Oui, non, c'est sûr. On est d'accord. Je suis pas sûre que tout le monde retente l'expérience. Surtout après s'être senti aussi vieux en essayant d'utiliser. Ouais, t'as pas tort. Bon, on verra. Bon courage à Snap en tout cas. Il y a quelques petits trucs que Google est en train de faire et Microsoft d'ailleurs. Ils sont en train de développer un truc qui s'appelle FastPair, qui est un appairage rapide Bluetooth, qui me fait penser un petit peu à ce qu'a fait Apple avec ses AirPods, et un concurrent de AirDrop qui inclut un gestionnaire de fichiers et un transmetteur de fichiers rapide pour Android bien sûr. Ça s'appelle comment? Files Go, c'est ça. Et il y a Microsoft qui est aussi en train de développer un truc comme AirDrop qui s'appelle, c'est pour Windows 10, ça s'appelle Nearshare. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le monde à l'envers. Les gens copient Apple, Google copie Apple et Microsoft. Bon, Microsoft, ils ont l'habitude. Mais est-ce que ça voudrait dire entre ça, le fait que Google se met à développer, enfin à construire très sérieusement ou à concevoir en tout cas très sérieusement du matériel et des téléphones? On a l'habitude qu'Apple aussi copie Android, mais oui, pardon, Marion. Sauf que pour Android, la petite fonctionnalité là, Files Go, c'est ouvert pour tous les smartphones. Hein. C'est pas que Android. Oui, comme d'habitude, Google ils font des trucs pour tout le monde. Enfin, tous les smartphones. Donc, est-ce que ça serait copier Apple et faire mieux? Ah, la grande question. Ouais, effectivement. Disons que je pose la question avec un tout petit peu de malice, mais en même temps, enfin, Cédric, est-ce que tu m'accuserais de quelque chose? Non, mais c'est juste une manière de dire que depuis longtemps, Apple a l'habitude de prendre les trucs qui marchent ailleurs et de les adapter à leur sauce. J'ai l'impression que c'est nouveau dans l'ADN de Google. Ils avaient un petit peu l'habitude, enfin dans le domaine du mobile en tout cas, de dire nous on sait comment ça marche. Et nous, on va faire les trucs au-delà de l'interface qui a clairement été reprise de l'iPhone. Au début, les projets Android étaient très différents. Mais depuis, ils ont quand même l'habitude de développer les trucs à leur sauce. Et là, depuis peut-être,
je sais pas, 6, 12, 18 mois, j'ai l'impression que eux aussi se disent, bon, les téléphones arrivent tous à maturité, on a besoin de s'inspirer des choses qui marchent chez les autres aussi. J'ai l'impression que c'est une attitude nouvelle. Peut-être que c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il y a ils regardent tout ce que font les voisins, et à chaque même moi je le fais aussi, c'est-à-dire que il y a des fois je dis c'est dommage ce truc-là dans Google Allo qui est quand même un truc que pas grand monde utilise, mais c'est dommage que c'est très bien fait. Je serais content de l'avoir dans FaceTime. Enfin tu vois des choses de ce genre. Mais c'est pas, enfin la copie est rarement une bonne idée, sauf quand elle est purement stratégique. Regarde ce que Facebook fait à Snapchat. Ouais. Altis SFR, moi je m'en suis beaucoup plaint de SFR dans cette émission. Ouais, je crois que je suis pas le seul. Vous êtes plusieurs. Ouais, c'est marrant parce que alors la news, Michel Combes, entre guillemets, selon l'informaticien, démissionne. Il a clairement été poussé vers la sortie et donc c'est une sorte de remaniement chez Altis qui semblerait être dû au mauvais résultat, enfin qui est clairement dû au mauvais résultat. Et c'est marrant parce que c'est l'un des cas les plus clairs de conséquences immédiates et qui est dû certainement aux résultats financiers, mais je veux dire d'un mécontentement généralisé. J'ai l'impression qu'il y avait depuis 12 mois, il n'y avait pas une seule personne en France qui était contente de SFR. Et c'est invraisemblable à quel point les choses sont allées vite dans la dégradation du service et ensuite dans le dégagement des responsables, on va dire. Donc je le note parce que je pense qu'il y a un bon nombre d'auditeurs qui vont se dire peut-être que SFR va redevenir un service utilisable. Bon, c'est pas qu'ils sont inutilisables, mais enfin clairement le service était devenu plus que critiquable, je crois. Ça a pas bonne presse. Mais évidemment, ils ont coupé les coûts partout, ils ont fait des trucs parfois un peu pendables en termes de tu vois, toutes les choses sur les abonnements forcés, sur tout ça. Oui, c'est pas, enfin, il y a rien qui puisse. On peut pas dire qu'ils aient massivement investi sur le service. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont plutôt fait de l'ingénierie marketing et financière. Donc ouais, c'est normal que ça se passe mal. Il y avait un papier que je lisais ce matin, je sais plus, il y avait un cadre anonyme d'un autre grand opérateur qui dit SFR, ils sont formidables, ils distribuent leurs clients à tout le monde. Et forcément, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Surtout quand t'es une grande maison très endettée, enfin, je veux dire, un grand groupe construit sur la dette, et que donc le marché faustien que tu conclus quand tu fais ce genre de choses, c'est que faut que tu fasses pisser du cash derrière, quoi. Donc maintenant, je crois que la première grosse mensualité qu'ils ont à payer, c'est en 2022 ou en 2023, donc ils ont encore le temps de se retourner. Mais c'est bien que, enfin, je pense que la conséquence, ça va être un meilleur service. On est d'accord. C'était l'un des problèmes clairs de SFR. Ils ont effectivement ou alors un changement de nom. Mais d'ailleurs, tu vois, tout ça est en train de devenir Altis. Voilà. Mais là, le service est incroyable. Moi, depuis que j'ai été automatiquement passé de numéricable à SFR, du jour au lendemain, la connexion que j'avais, alors je venais juste de m'engager avec un Shadow. Du jour au lendemain, l'expérience Shadow, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai eu la même expérience. J'étais chez Numéricable, j'étais très content. Je suis passé chez SFR. En fait, c'était au tout début du rachat. Et effectivement, la connexion sautait, mais enfin des trucs que j'ai jamais vus chez aucun opérateur en France. Des trucs, la connexion sautait une fois par semaine. Il y a même eu une semaine quand j'étais à Paris il y a pas longtemps où genre j'ai eu tous les jours. C'était genre sur tout Paris, il y a eu une coupure généralisée sur tout Paris. Le service client n'en savait rien sur Twitter, il communiquait pas. Enfin, c'était géré de manière lamentable. Enfin bref. Espérons que ça change, peut-être un changement de nom également, Altis, mais bon, pourquoi pas, hein, tant qu'ils reviennent à un service acceptable. Sur le mobile, c'était moins gênant, mais sur le filaire, Internet filaire, c'était vraiment dramatique. Ouais. Uber a un accord avec SoftBank, enfin un consortium, c'est un gros investissement.
toi qui comprends tout à ces sujets complexes, Cédric, qu'est-ce que ça change pour Uber? Je te passe sous le bus, mais... Voilà, tu me passes carrément sous le bus. Je dirais même, tu m'envoies à la mine, là. J'en sais fichtrement rien, très honnêtement. Honnêtement, j'ai pas du tout lu la news en question. J'ai vu passer ça hier. Tu sais, je sais pas à combien de rounds de financement ils sont, donc j'ai arrêté de compter. Mais, je vois rien qui change à quoi que ce soit dans le business d'Uber, quoi. Moi, la seule chose que je vois, c'est que si ça leur fait un investissement supplémentaire, enfin déjà ils ont une valeur estimée de 70 milliards, ce qui est assez invraisemblable, et ça leur met un petit peu d'argent en plus pour mener à bien les changements que veut faire le nouveau président, le nouveau patron Dara, je me souviens plus de son nom, Kordestani, un truc comme ça, oui. Voilà. Un truc comme ça, et surtout ils ont réussi à trouver un accord entre Kalanick, qui est toujours au board, l'ancien président, Khosrowshahi. Voilà, Dara Khosrowshahi. Ils ont réussi à trouver un accord. Il y a une sorte d'apaisement au board. Donc, c'était vous vous souvenez des disputes entre Kalanick et Benchmark Capital, l'un des investisseurs. Bon, visiblement, ça serait en train de se calmer, et donc Uber pourrait continuer son son invention d'un nouvel Uber qui serait sympathique et un petit peu plus respectueux, on va dire. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a, je sais plus où c'est, je crois que c'était en Allemagne où les tribunaux ont en Angleterre. Ah, c'était en Angleterre, merci. Où Uber est donc maintenant obligé de considérer ses conducteurs comme des employés et non plus comme des contracteurs. Et ça c'est le contraire du modèle, hein. Exactement, ouais. Parce qu'évidemment, le fait que les chauffeurs soient des indépendants permet aussi de faire varier de manière simple pour Uber le nombre de chauffeurs sur les routes selon la demande dans la journée, plutôt que de juste changer les tarifs en temps réel. Donc, voilà, oui. Et là, tout à coup, si tous ces gens doivent être sinon des employés, du moins avoir en tout cas les avantages sociaux. Donc, tout ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'en plus, quand t'es chauffeur chez Uber, tu peux aussi te faire dégager s'il y a le moins de problèmes de service. Donc, bien sûr, oui. Aucun droit, donc c'est chaud. Ouais, je suis sûr qu'ils vont faire appel, que ça va durer des années, mais c'est une discussion qui est encore très très activement discutée. Dernière petite news avant une grande question philosophique. Le président par intérim de Equifax, je ne sais plus si vous vous souvenez de Equifax, qui est cette société qui gère des credit ratings, donc des informations sur l'endettement des Américains qui s'étaient fait hacker il y a quelques mois de ça. Jeff était très très remonté contre eux, et avec raison, parce qu'ils avaient géré les choses de manière complètement lamentable. Et donc à un comment ça s'appelle, congressional hearing en français, une commission session devant le Congrès, une commission d'enquête du Congrès où il a été interrogé, du Parlement américain. Donc le président en question a été interrogé, et après tous ces problèmes, et il y a eu des problèmes sur le site après qu'il se soit fait hacker, c'était en série leurs problèmes et leur incompétence. Il n'a pas été capable de dire aux parlementaires si les données qui étaient désormais stockées sur leurs ordinateurs étaient chiffrées. Ils lui ont posé la question 4 fois, et le type, il a pas pu répondre. Et là, vraiment, tu te dis, mais enfin, bon, effectivement, c'est plus que merveilleux. C'est du domaine de la science-fiction à ce niveau d'incompétence. C'est presque magique. Ouais. Et en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que je me dis, oui, comment ça s'appelle, la DGPR, GDPR, la nouvelle loi. La RGPD, oui. Voilà. La nouvelle loi qui oblige certaines sociétés d'une certaine taille et certaines administrations à protéger leurs données, les données des utilisateurs de manière déterminée. Oui, c'est gênant pour les sociétés, mais je crois que à un moment, il faut effectivement que le gouvernement intervienne, que les gouvernements interviennent et disent c'est comme ça qu'il faut faire, parce que sinon ça va juste pas se faire, quoi. C'est quand on voit ce genre d'exemple, bon, c'est peut-être une exception, mais enfin, je pense que c'est pas plus mal que ça soit rentré dans la loi, même si c'est compliqué pour les entreprises à mettre en place.
Il faut dire aussi que, c'est des choses qu'on a assez peu chez nous. C'est-à-dire que Equifax, c'est quand même une boîte qui te donne une note à la qualité de ta capacité à rembourser tes dettes, en gros, qui donne ce qu'on appelle un credit rating, une note de crédit. Mais c'est pas toi qui allais ouvrir ton compte, hein. C'est fait à partir d'informations qui récoltent auprès des détaillants, auprès des banques, auprès des organismes de crédit, etc., etc. Donc, d'un coup, on te dit, tiens, tes données personnelles ont été hackées. Ah bon, mais sur quel site? Sur Equifax. Ah non, c'est bon, j'ai pas de compte là-bas. Et en fait, si, mon chéri, tu as un compte là-bas. C'est ça, c'est le genre d'information, le genre de site qui devrait être. Les gens l'ont hyper mal vécu parce qu'en même temps, il faut dire que, par exemple, si toi, t'allais sur Equifax pour aller voir tes données, il fallait que tu payes. C'est un bon business, ça. Oui, mais c'est pas le cœur de leur business. Le cœur de leur business, c'est évidemment n'importe quelle banque aller voir ton rating, etc. Mais donc tu vas te dire, au fait, tu ne savais pas que tes données étaient là. Bah oui, mais elles ont été hackées maintenant. T'as perdu 2 fois. Et surtout, 4 mois après, le président qui est là pour remplacer l'autre président qui était visiblement incompétent ne sait pas. Alors ça se trouve, j'imagine ils ont revu leurs données, j'imagine qu'ils ont chiffré leurs données, mais c'est juste que le type il savait pas. C'est genre à quoi tu t'intéresses quoi. Il était il a pas compris les problèmes, il a juste dit bon, les informaticiens faites les trucs bien maintenant hein, attention, il a pas bref. Bon. Voilà pour la petite news sur Equifax et c'est mine de rien, c'est aussi pour ça que des émissions comme le Rendez-vous Tech sont importantes parce que il faut que les gens soient informés sur ce genre de choses de base, quoi. Il y a une hygiène technologique de base à connaître. De la même manière qu'il faut savoir ce que c'est que l'offre et la demande, que ce que c'est qu'un taux de change, que ce que c'est que l'endettement en économie. Il faut connaître ces choses pour fonctionner en société. Au niveau de la tech, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Et ce que je suis en train de dire, c'est que ce fameux président, il aurait dû écouter le Rendez-vous Tech. Voilà. En conclusion, je vais vous poser une question je vais pas passer toutes les news, mais il y a depuis des mois, bien sûr, des séries de news et d'informations sur les détails de l'influence russe dans l'élection américaine. Il y a des enquêtes, il y a des introspections, il y a justement des enquêtes parlementaires, des auditions de Twitter, Facebook, Google, etc. Et on a de plus en plus d'informations sur ce qui s'est passé vraiment entre 2016, pendant les élections entre 2016 et 2017. Non, c'était 2016 déjà. Oh là là, ça fait tellement longtemps. Et donc on sait que il y a clairement eu une activité russe, on s'en doutait, mais maintenant on le sait. On ne sait pas à quel point ça a été efficace, mais on sait que ça a eu lieu. On sait que les réseaux sociaux sont maintenant en train de prendre des mesures sérieuses pour essayer de contrer l'influence ou au moins de faire ressurgir les informations pour savoir d'où viennent ces influences. Il y a d'ailleurs des gros problèmes visiblement en Asie du Sud-Est où Facebook est encore plus prédominant que le net. Facebook en Asie du Sud-Est, c'est Internet. Et donc, ça peut créer des problèmes importants à ce niveau aussi. On parlait à l'épisode précédent on avait intitulé ça la fin de l'insouciance du web, où on se disait le rêve du web où tout le monde peut dire ce qu'il veut, il est un petit peu en train de prendre du plomb dans l'aile, et il va falloir qu'on fasse attention et qu'on contrôle un petit peu ce qui est dit sur les différentes plateformes, parce que ça peut être utilisé à des fins néfastes, comme on l'a constaté là. Et donc, avec tous ces éléments qu'on est en train de voir depuis des mois, est-ce que vous arrivez, vous, à y voir plus clair sur est-ce que ça a eu une influence et si oui, quel type d'influence, ou est-ce que ça n'a tout simplement pas eu d'influence? Est-ce que vous savez, ou est-ce qu'on est toujours dans la confusion la plus totale? On est un peu dans la confusion. On n'est pas vraiment dans la confusion sur ce qui a été fait, parce qu'il y a eu... je ne peux que vous conseiller un autre podcast. Ah bah bravo. Ah bah oui, mais attends, on fonctionne pas en circuit fermé. Nous ne
sommes pas seuls détenteurs de la lumière. Un podcast qui s'appelle Frontline, qui est en fait la version audio de Frontline, qui est la grande émission de reportage et d'enquête de PBS, la chaîne publique américaine. Et Frontline, ils ont fait une série en 2 parties qui s'appelle la revanche de Poutine. Je vous la conseille du début à la fin. Ça vous raconte Poutine, sa vie, son œuvre, comment il est arrivé là, pourquoi il est comme il est, etc. Et ça raconte ce qui s'est passé pendant les élections américaines sur la tentative de gagner de l'influence. En fait, en gros, l'idée, la stratégie, si on peut dire, c'est de dire tout ce qui affaiblit mes adversaires me renforce. Et si de fait on élit un pantin à la Maison Blanche avec des cheveux comme des poils de caniche, tout à coup mon influence à moi s'en verra renforcée et en tout cas personne sera en capacité de contester mon autorité. Ça va pas plus loin en fait. Et la méthode c'était effectivement de mettre de l'huile sur le feu de tout ce qui divisait les Américains. Ouais. C'est du foutage de merde en fait. C'est une bonne manière de le dire. Oui. Non, mais ça a le mérite d'être finalement assez simple mais de manière parfois assez déterminée, organisée, avec des infos qui étaient de fausses infos ou qui juste jetaient un doute, mais évidemment quand elles étaient insufflées. Ouais, absolument. Et quand elles étaient insufflées et que tout à coup tu les retrouvais dans la bouche d'un candidat à la Maison Blanche, oui, c'est assez déstabilisant. Mais tu sais, vas-y. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, les Américains ont une sorte de processus d'autodéfense qui fait qu'ils n'arrivent pas à croire que c'est ce qui s'est passé. Et je parle pas que des grands partisans de Trump, même si ceux-là sont encore plus difficiles à convaincre, mais ils savent toujours pas que si ça s'est vraiment passé, si ça a vraiment eu une influence, etc., etc. Et je pense qu'on serait assez prompt à dire ah bah oui, les Américains, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils arrivent pas à le voir. Sauf que je suis à peu près convaincu que si ça se passait chez nous, alors heureusement, Poutine a clairement essayé chez nous aussi. Et enfin Poutine, il y a eu des tentatives similaires à ce qui s'est passé dans les élections américaines en France de semer une sorte de discorde systématique. Ça n'a pas vraiment pris. Mais il n'empêche, je pense que les Français, si on leur posait la question, je pense pas qu'ils diraient ah oui, la Russie a essayé d'influencer notre élection aussi. Tu vois, donc je pense qu'il est assez facile de jeter la pierre aux Américains, mais je suis pas convaincu qu'on ferait mieux dans la même situation. Et c'est quelque chose qui est un peu préoccupant. C'est compliqué parce que ça tient aussi à pas juste à la culture, mais aussi à la topologie du pays, voire même jusqu'au mode de scrutin. Parce que on dit ça a eu lieu. Est-ce que ça a marché? Ça a eu lieu, c'est sûr, mais l'influence que ça a eu, on ne sait pas. C'est ça, difficile de mesurer le résultat réel de ce qui restait comme une sorte de campagne de désinformation. Et puis ils n'ont pas un scrutin majoritaire, donc en fait, Trump a gagné. Il a gagné finalement à la loyale. Mais en gagnant dans les quelques États où c'était important. Ouais. Alors après, ce qui s'est passé chez nous était quand même à une échelle immensément plus limitée. Mais immensément. Non, mais ça a pas pris. Ça a pas pris. Oui, c'est ça. Ça aurait pu prendre. Et là, je dois dire que je suis assez fier de nous en tant que peuple. Et on n'a pas eu la même appétence pour tous ces shitposts, tous ces mimes, toutes ces images ridicules. On les a juste pas partagés. Il y a quelques personnes qui partageaient et puis 2-3 personnes qui disaient ça c'est des conneries, regarde là, c'est pas crédible. Et donc ça mourait tout seul, ça a pas eu cette dimension virale. Oui, ça a pas eu la même ampleur, ouais. Tout à fait. Mais ils ont tenté, ils ont vraiment tenté. Et Breitbart a essayé de sortir le journal américain d'extrême droite, on va dire, même si c'est plus compliqué que ça, a essayé de tenter une édition en France et tout ça n'a pas pris. Donc on a de quoi être fier, mais il n'empêche, je crois que si ça avait pris et ça aurait pu, je sais pas si on aurait été plus prompt à reconnaître cette menace. C'est pour ça que j'en parle maintenant, parce qu'il faut être vigilant, quoi. Je sais pas, Marion, est-ce que ça te paraît être quelque chose d'important, ou est-ce que là aussi on a tendance à exagérer l'influence de ces trucs et que finalement les Américains ils en avaient marre de Clinton et ils en auraient eu marre de toute façon, ou... Non, mais je pense que t'as raison. Enfin, on réalise pas forcément
la compréhension du système que les Russes peuvent avoir et comment ils ont pu détourner certains outils et certaines plateformes qu'on utilise au quotidien à nos dépens en fait. Et c'est quand même assez flippant dans un sens quand même. Il faut bien le reconnaître. Et on n'en parle pas tant que ça au quotidien en fait de ce pays qui est assez loin, assez fermé, assez cloisonné. On en parle peut-être pas suffisamment et on s'y intéresse peut-être pas suffisamment. Donc du coup, je vais quand même aller voir ou écouter le podcast que tu as mentionné, Cédric, parce que ça m'intéresse moi particulièrement. Frontline, donc, c'est bien ça, hein? C'est bien absolument. Ouais. Enfin, si tu vas sur YouTube et que tu tapes Frontline, Putin's Revenge, tu le trouveras en vidéo aussi. Ça marche. Très bien. Il faut que je fasse un épisode du Phileas Club sur la Russie. Ça fait longtemps que je veux le faire. Ah ouais. Vachement intéressant. Ouais. Ah oui. Il y a de quoi parler. Bah oui, c'est ça. Et ce qu'on a souvent, pays, hein. c'est la vision extérieure. Et pour avoir fréquenté un tout petit peu de l'intérieur, ils ont évidemment une vision très différente. Et ça serait quelque chose qui serait intéressant à explorer. Si vous avez un ami russe qui parle bien anglais et qui est à l'aise en podcast, envoyez-moi un petit message sur contact@frenchspin.com. Contact@frenchspin.com. Je serais ravi de parler. J'ai quelqu'un pour toi. Ah oui? J'ai des amis ukrainiens, donc ça va pas le faire. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Attention. Alors, mais moi, Marion, il est polonais, du coup, si mais il parle russe et il va souvent là-bas et il connaît bien la culture. Ouais. D'accord. Et en plus polonais, tiens, c'est une vision intéressante de la chose. Bon bah très bien, je prendrai le nom. Merci. Et c'est sur ces considérations qu'on arrive à la fin de notre émission. J'aimerais vous remercier évidemment très chaleureusement de votre participation. Est-ce que vous pouvez me dire où on peut vous retrouver sur Internet si les auditeurs veulent en avoir un petit peu plus de vous? Commençons par Cédric, tiens. Oui, le plus simple c'est de me suivre sur Twitter @Cédric, parce qu'en plus maintenant qu'on met quasiment tout ce qu'on fait en ligne, l'essentiel je le mets aussi sur Twitter. Et sinon, si vous avez des horaires de femme de ménage ou de gardien de nuit, vous pouvez me regarder à 6h40 et 7h40 le jeudi matin sur LCI dans la matinale de Pascal de Pascal de la Tour du Pin, c'est toujours un plaisir. Et d'autres jours quand l'actualité le nécessite, bien évidemment. Magnifique, merci beaucoup Cédric. Et bien sûr, les liens de Twitter seront dans les notes de l'émission. Ils le seront aussi pour Marion, qui elle aussi peut nous dire où on peut la retrouver. Alors oui, vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube Naotech TV et notamment dans la matinale que je ferai mercredi matin. Et sinon sur Twitter sur Aisea Design. Oui, attends, mais la matinale, mais elle commence à quelle heure? Elle est pas aussi matinale que toi. C'est quand même quoi? C'est 8h? On se lève à 6h pour faire la matinale à 8h, ouais. Quand même, Cédric. Call in the way ambulance. Non, mais attends. Ils le font tous les jours, hein. Bah, c'est bien. Oui. Mais moi, je l'ai fait tous les jours. Je dois l'avouer. Non, oui, bon, c'est pas Marion, c'est surtout Jérôme. On prend l'antenne à 5h45. Oui, j'avoue que, bon, tu gagnes quelques points. Bon, pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions sur FrenchSpin.fr, comme au hasard le rendez-vous jeu, où on couvre l'actualité du jeu vidéo, toute l'actualité du jeu vidéo, toutes les 2 semaines également, en alternance avec le rendez-vous tech. Notamment, l'épisode précédent, c'était un épisode sur la BlizzCon. On en parlait en début d'émission. C'était un événement fort sympathique. Si vous êtes fan de jeux Blizzard, vous aurez beaucoup d'informations intéressantes dans le dernier épisode. Et celui d'avant, on a parlé de Super Mario Odyssey et de Assassin's Creed Origins, entre autres. Donc voilà, vous avez de quoi vous mettre des choses sous la dent avec cet épisode. J'aimerais aussi vous encourager à laisser des commentaires sur iTunes. Vous pouvez faire comme Ferry Lilith
Arius Lebon ou Aubin 13 qui disent respectivement intéressant 5 étoiles, toujours top moumoute 5 étoiles et tout simplement merci 5 étoiles. Je lis le commentaire d'Aubin qui dit un grand merci à Patrick pour toutes ces infos, sa bonne humeur, sa vision positive des sujets et ses analyses pertinentes. Toutes ces informations sont une mine d'or dont j'avoue me servir régulièrement avec mes élèves. Bravo, merci à toi Aubin. Un petit clin d'œil aussi à Arius qui nous dit qu'il nous écoute depuis azeroth.fr. Et un grand merci à Ferry Lilith aussi qui nous dit bravo pour ce podcast, les sujets sont intéressants, les intervenants de qualité, c'est d'où qu'ils parlent et le tout est agréable à écouter. Merci à vous tous. Vous pouvez donc laisser des commentaires sur iTunes ou sur n'importe quel catalogue de podcasts que vous écoutez, ou vous pouvez surtout sur iTunes. Mais surtout sur iTunes. Soyons très clairs. Ou vous pouvez aussi dire à des amis que l'émission est intéressante et qu'ils gagneraient à l'écouter. On disait que la tech est importante et qu'il faut savoir ce qui se passe dans ce monde, au moins un minimum. Et ben, c'est un bon moyen de se tenir au courant. Donc, n'hésitez pas à la recommander à des amis. Ou si vraiment vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement, mettre votre portefeuille où est votre bouche, comme on dit en anglais. C'est moins élégant. C'est un tout petit peu moins élégant, mais effectivement, si l'émission vous plaît, vous intéresse, vous distrait, pendant que vous faites la vaisselle, le ménage, dans les transports en commun, votre jogging, etc., et que vous estimez qu'elle vaut le prix d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine, ou d'un café ou d'une bière, et ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Les liens évidemment sont dans les notes de l'émission et dans les notes du podcast. Ça prend 2 minutes pour s'inscrire, et évidemment ça nous aide énormément. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Salut. Ciao, bye bye.